On commence cette session. Merci à tous, merci d'être là. Moi, je vais d'abord remercier la SFCR de nous avoir confié avec Tristan cette table ronde. Et je vous prie d'excuser Tristan qui a un empêchement personnel, donc il ne pourra pas modérer avec moi. Donc voilà, je me suis un peu seul, mais on va faire aussi bien que s'il était là. Donc on nous a confié un travail sur la RAC et des formations, parce que RAC tout seul, c'est un vaste sujet. Des formations, c'est ce qui nous intéresse au quotidien. On a essayé de découper un programme assez simple, une petite introduction, histoire de mettre les choses au clair sur la RAC. Une revue de bibliographie qui sera faite par Nathan Dolé. Présentation de l'enquête de pratique à laquelle vous avez répondu sur le sondage. Et ensuite, des retours d'expérience. D'abord, un retour d'expérience plutôt pédiatrique avec Mathieu Baudou. Ensuite, le retour d'expérience adulte avec Louis Boissière. Et une petite parenthèse plutôt sur la préparation psychologique avec Isabelle Courtois. Et ensuite, on va essayer d'évaluer les bénéfices et les limites de la RAC dans notre activité de déformation, aussi bien sur le plan médical qu'économique. Et ensuite, on conclura. Donc, quand on nous a parlé de ce sujet, RAC et déformation, RAC, quand on trouve plein de choses, il y a énormément de sujets il y a des sociétés dédiées, les RAS Society. On voit des protocoles très séduisants, des trucs très modernes. Et on a l'impression que c'est très facile à mettre en œuvre. Et en face de ça, on a la déformation rachidienne, c'est-à-dire quand même une spécialité un peu exigeante, des patients en consultation qui sont loin d'être aussi séduisants que ceux qu'on trouve dans les protocoles. Et nous, on a essayé d'imaginer comment on pouvait aider, en tout cas la SFCR, et aider les praticiens à mettre en œuvre tout ça. Donc la RAC, c'est quoi ? D'abord, on parle de après-chirurgie, mais dès le début, on sait que ce n'est pas seulement après-chirurgie. La RAC, ça commence bien avant. Donc on verra que c'est avant, pendant et après la prise en charge. Récupération plus chirurgie, rien de nouveau. Depuis que la chirurgie existe, les chirurgiens se débrouillent pour faire des protocoles pour que les patients se rétablissent au plus vite. On a, en 50 ans, je crois qu'on est passé du Harrington plâtré pendant 3 mois au lit au levé à J0. Donc il y a une évolution spontanée, on s'adapte finalement au temps qui passe. Et améliorer, pourquoi améliorer ? Améliorer, c'est dans notre quotidien ce qu'on essaye de faire, sortir de notre zone de confort tout simplement. Donc nous, praticiens, il faut qu'on sorte de nos protocoles, de nos habitudes, qu'on essaye de s'évaluer et en tout cas d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais sortir de la zone de confort, c'est aussi pour la structure de soins, parce qu'on a besoin de la structure, on a besoin de nouveaux intervenants. Et sortir de la zone de confort pour le patient, puisque lui aussi, il a imaginé parfois une situation et peut-être qu'il se laisse un petit peu porter par la prise en charge. Il doit aussi être acteur, et donc on va voir que c'est important. Les notions habituelles dans la RAC, c'est essentiellement de l'éducation, de la préparation à la chirurgie, souvent une notion de chirurgie mini-invasive. On va voir que c'est difficile pour nous. L'analgésie optimisée, la mobilisation précoce et beaucoup de communication. La déformation rachidienne, à l'opposé, ce sont des chirurgies longues, c'est des chirurgies invasives et douloureuses, et des chirurgies avec une forte morbidité. Donc on doit jongler avec ces difficultés-là, mais on a quand même un avantage dans cette spécialité, c'est que les patients sont très impliqués dans la prise en charge, en tout cas la plupart du temps. On les connaît depuis longtemps, on les suit, donc on peut facilement communiquer avec eux, la relation est déjà établie. Et c'est une chirurgie avec un pronostic fonctionnel majeur, donc la réhabilitation, elle est fondamentale, c'est-à-dire que le patient espère beaucoup de cette chirurgie et il va se réhabiliter, sans quoi il n'arrivera pas à récupérer correctement et à avoir ce résultat fonctionnel qu'on espère tous. Et c'est une chirurgie à fort potentiel économique pour nos établissements. Les GHS sont importants, donc la structure est intéressée à tout ça. Ensuite, la RAC, quand on va chercher un petit peu la tendance, il y a des manuels entiers, il y a des sociétés qui développent des protocoles qui sont publiés, mais c'est rarement ciblé sur notre spécialité de déformation. Et en tout cas, ce qui est important de noter, c'est que dans la littérature, on voit une forte croissance de papiers qui sortent là, sur les 10, voire 20 dernières années. Il y a une tendance intellectuelle à publier tous ces nouveaux protocoles. Et il faut que nous, on se mette à jour également au sein de la SFCR. Donc je vais donner la parole à Nathan pour la revue de bibliographie. Merci. Bonjour à tous, moi je fais partie de l'équipe de Caen de chirurgie pédiatrique, donc je vous remercie de m'avoir invité. Donc
comme ça a pu être dit avant, il y a de plus en plus de papiers. Donc, moi, le premier papier que j'ai trouvé sur déformation ERAC, c'est 2014. Et jusqu'à 2025, c'était à peu près 80% de protocoles et 20% d'analyse. Si on regarde pour 2025, c'est 10 papiers, 80% de recommandations et 20% de protocoles. Donc, c'est finalement l'heure du bilan. Quand on regarde la littérature, il y a 3 grands secteurs qui ressortent avec 2 méta-analyses qui sont importantes. Donc il y a le secteur de l'adulte avec la déformation thoracolombaire où là il y a 8 articles pour 715 patients en RAC. L'adulte côté cervical, dont je ne parlerai pas vraiment aujourd'hui parce que c'est un petit peu différent, il y a 10 articles, il y a quand même beaucoup moins de patients et je pense que ça se rapporte plus de la chirurgie rachidienne classique que de la déformation. Et en pédiatrie où il y a beaucoup d'articles, avec une grosse revue de littérature sur 30 articles et plus de 5000 patients qui étaient en protocole RAC. Donc le but aujourd'hui, ça va être de parler de l'adulte pour le thoracolombaire et de la pédiatrie sur la scoliose. Petit rappel sur les biais, parce que je pense que c'est important, mais quand on fait une méta-analyse, le but c'est de comparer un traitement A à un traitement B et de voir lequel est le plus efficace. Sauf qu'ici, en fait, on va comparer des traitements A' avec des traitements B'. Donc le petit tableau que vous avez qui est au-dessus, c'est issu de la méta-analyse de 2025 là, qui est sortie dans Global Spine Journal par les Américains. Tous les petits points verts, c'est ce qui est présent, les petits points rouges, c'est ce qui n'est pas présent. Donc je me suis amusé à le faire que sur la première étude, mais vous voyez qu'il y a quasiment 50% des choses qui peuvent être proposées dans un protocole RAC qui ne le sont pas ici. Donc finalement, on compare vraiment des A' qui sont assez différents avec des traitements B', puisqu'il n'y a pas de raison. Je pense qu'avant, tout le monde ne faisait pas non plus la même chose. Donc on va pouvoir tirer des tendances, mais pas d'analyse fine. Donc la RAC, historiquement, c'était Fast Track Rehabilitation, donc c'est le temps d'hospitalisation, donc c'est l'outcome qui ressort le plus. Donc chez les adultes, dans la méta-analyse qui a été montrée, qui a été faite là, on a une tendance à amélioration à 30%, mais rien qui ressort de significatif. En revanche, il y a une étude qui a été faite en 2025 qui est assez intéressante sur les patients fragiles et qui montre qu'eux, ils avaient une amélioration significative sur ces patients fragiles et ils les ramenaient sur la même médiane que les patients normaux, entre guillemets. En pédiatrie, pas les mêmes résultats. On a des résultats qui sont significatifs avec 1,80 jours d'amélioration, donc quasiment 2 jours d'amélioration. Et ça, c'est vrai même pour les protocoles minimalistes, qui sont des protocoles de RAC, entre guillemets, pour des structures qui n'ont pas les sous pour mettre tout ce qu'ils veulent en place. Deuxième outcome, les complications. Donc chez les adultes, on a 2 outcomes qui sont regardés, ou les complications totales ou la réadmission à 90 jours. Dans les 2 cas, on retrouve des études qui sont significatives et d'autres études qui montrent une tendance, aucune qui montre une aggravation du nombre de complications avec la RAC. En pédiatrie, sur les complications totales, on retrouvait une amélioration de quasiment 50% du taux de complications, ce qui est quand même énorme, on divise par 2. En revanche, sur les complications cicatricielles et la réhospitalisation à 3 mois, pas de différence. En termes de douleur, sur la méta-analyse adulte, sur les 8 études, il y en a 3 qui s'intéressaient spécifiquement aux douleurs et qui étaient significatives avec un taux d'opiacé qui était moins important. Chez les enfants, tout est significatif, que ce soit la douleur à J0, J1, J2 ou la consommation d'opioïdes en fonction des études, et on avait une amélioration significative dans tous les cas. La méta-analyse qui a été faite en pédiatrie permet d'aller entre guillemets un petit peu plus loin parce qu'ils ont plus d'études. Donc ils ont spécifiquement regardé aussi les pertes sanguines qui sont améliorées de quasiment 25%, ce qui fait 125 ml en moins, des sondes urinaires qui sont quasiment retirées un jour avant, et un premier levé qui est réalisé 37 heures avant, donc soit un jour et demi plus tôt qu'avant. Je pense que par contre, ce qui est intéressant de noter, même si ça ne ressort pas énormément, c'est que dans quasiment tous les protocoles, on rappelle l'intérêt d'un leader, quel qu'il soit, anesthésie, kinésithérapie, chirurgien, pour avoir un protocole qui colle au mieux pour le patient. Si on rentre maintenant sur le protocole pur adulte, on s'aperçoit, donc là ce petit schéma a été fait donc justement sur la méta-analyse que je vous avais cité initialement. Tout ce que vous voyez en gris un petit peu plus foncé, c'est ce qui est présent. Ce qui n'est absolument pas grisé, c'est présent dans quasiment aucun des cas. Donc on s'aperçoit qu'en préopératoire, il y a une grosse hétérogénéité avec beaucoup de choses qui sont proposées, finalement à ces choses qui ressortent à chaque fois. Ce qui ressort à chaque fois, c'est l'analyse multidisciplinaire des risques, donc avec une consultation multidisciplinaire, la préparation d'un plan par le chirurgien et l'anticipation des risques, à savoir diabète, obésité. On retrouve l'arrêt de tabac dans quasiment tous les protocoles, alors que c'est finalement quelque chose qui est assez discuté dans la littérature, puisqu'il y a quand même 50% des études qui ne montreraient pas d'amélioration
sur les complications ou sur la chirurgie après l'arrêt du tabac. Mais c'est réalisé dans quasiment tous les cas. On retrouve beaucoup plus d'homogénéité au niveau des protocoles en intra-opératif, probablement, je pense, dû à nos collègues anesthésistes qui ont cette culture des guidelines et de la norme. Donc, recommandation en termes de douleur d'avoir une analgésie qui soit multimodale, quelle qu'elle soit. On en discutera après un peu en pédiatrie, mais il y a plusieurs choses qui peuvent être proposées pour des résultats qui sont semblables. En ce qui concerne les saignements, ils proposent quasiment tous un protocole avec de l'hexacil et une surveillance continue des pertes sanguines, à savoir monitorage entre toutes les demi-heures et toutes les heures pour vérifier qu'on n'ait pas des pertes plus importantes que ce qu'on a estimé au bloc. Au niveau chirurgical pur, ils recommandent que ce soit des chirurgiens expérimentés, plus ou moins 2 équipes, et surtout qu'il y ait une programmation de la chirurgie qui soit faite, parce qu'il y a encore certains protocoles où il n'y a pas de programmation de la chirurgie, et c'est un petit peu fait à la carte au bloc opératoire. En post-opératoire, ce qui ressort, c'est lever le patient le plus vite possible, lui redonner une alimentation orale rapide et bien sûr poursuivre l'analgésie multimodale. En pédiatrie, sur la première partie que vous voyez en rouge, c'est le préopératoire. On a un petit peu plus d'homogénéité, probablement parce que nos patients sont moins compliqués et moins hétérogènes. Mais une fois de plus, tout le monde n'est pas d'accord. En péropératoire, l'analgésie multimodale est recommandée par tout le monde. On a une prise en charge de l'hypothermie qui n'est pas faite par tous les protocoles et qui est, je ne dirais pas de discuter, mais qui n'a pas encore montré preuve de son efficacité complète. Pour ce qui est des protocoles, par contre, post-opératoire, vous voyez qu'il n'y a quasiment que des yes. On est très homogène, donc avec une recommandation à lever très tôt, retirer le plus vite possible la sonde urinaire, la sonde gastrique s'il y en a une qui a été mise, réalimentation orale précoce, limiter au maximum les PCA de morphine et préférer une analgésie multimodale péropératoire. Vous m'excuserez, j'ai été un petit peu vite, mais ça permettra de gagner du temps après. Donc en conclusion, on a un gain pour le patient et pour la prise en charge qui est certaine. En revanche, on a encore une grosse hétérogénéité des protocoles, notamment en préopératoire. En péropératoire et post-opératoire, les objectifs paraissent beaucoup plus clairs. En revanche, il y a plusieurs possibilités d'y arriver pour des bénéfices qui sont les mêmes en fonction des études. Je pense qu'il est quand même très important, par contre, de rappeler l'intérêt d'un leader, parce que les protocoles qui marchent bien, c'est les protocoles où il y a un leader qui s'occupe de A à Z, c'est-à-dire du préopératoire jusqu'au post-opératoire des patients. Je vous remercie. Merci Nathan. On prendra le temps de questions à la fin, on va faire tous les exposés d'abord. Après cette littérature, on va essayer de maintenant vous montrer l'enquête de pratique, résultat de ce que nous pratiquons, ce que vous pratiquez, grâce au sondage réalisé. Donc on vous a sollicité avec une enquête nationale en envoyant un sondage en ligne. Et les réponses sont assez intéressantes. On a 75 chirurgiens répondants, avec majoritairement des chirurgiens qui opèrent 1 à 4 cas de déformation par mois, et quand même un tiers des chirurgiens qui opèrent plus de 4 cas de déformation tous les mois. Dans quelle structure? On a finalement à peu près moitié-moitié, pas tout à fait, mais de chirurgiens publics-privés. Le public privé à but non lucratif étant moins significatif, mais en tout cas on est à peu près homogène. Ensuite, l'activité elle est plutôt adulte. La représentation, c'est quand même majoritairement des chirurgiens de la déformation adulte qui ont répondu. Ensuite, pour ce qui est de la prise en charge RAC et déformation rachidienne, en fait, il y a quand même 64% déjà des répondants qui utilisent des protocoles de réhabilitation améliorée, ce qui est plutôt encourageant, ce qui veut dire qu'on est quand même bien dans la tendance. Qu'est-ce qui est utilisé en préopératoire comme moyen? Il y a simplement déjà l'épargne sanguine. C'est un moyen efficace de prévenir les complications. Un protocole de préparation cutanée spécifique aussi qui est parfaitement répandu. L'éducation thérapeutique, il y a à peine la moitié des patients qui sont sollicités par un protocole d'éducation thérapeutique préopératoire. Le soutien psychologique, c'est assez fréquent. Si on regarde, quand nous, on sélectionne le patient, finalement, on l'amène à 50% des cas dans un protocole de préparation psychologique, de soutien, et seulement 3% à titre systématique dans des chirurgies de déformation. Donc il y a peut-être un progrès à faire également. Et la kinésithérapie, c'est un petit peu comme l'éducation thérapeutique, on est à peine à 50% de kiné préopératoire de protocoles dédiés.
Ensuite, pour la suite de la prise en charge, en opératoire, on a la plupart du temps maintenant des équipes qui travaillent à 2 chirurgiens seniors. En tout cas, pour les déformations sévères, on arrive à jusqu'à 46% des équipes qui fonctionnent à 2 chirurgiens seniors. Et en pratique courante, quand même, on n'est qu'à 22% des praticiens qui, dans tous les cas de déformation, même des formations simples, musculose idiopathique, pas forcément sévère, ils vont opérer à 2 chirurgiens. Le drain n'est pas du tout systématique, mais ça, je crois que dans toutes les tables rondes, on a cherché à savoir si le drain était utile ou pas utile. En tout cas, il n'est pas du tout systématique. L'arachimorphine est très répandue maintenant. 64% des répondants utilisent l'arachimorphine en routine. Le bloc des érecteurs, un petit peu moins, et le cathéter d'analgésie péridurale, encore moins. En post-opératoire, le référent de la douleur, c'est quand même le plus souvent l'anesthésiste. Je pense que c'est judicieux, ils savent faire ça bien mieux que nous. Parfois, il y a une équipe dédiée, c'est intéressant, équipe formée à la douleur, je pense que c'est un plus quand on peut l'avoir. Le VJ0, J1, 50%, c'est kiff-kiff, là tout le monde essaye de lever le malade le plus tôt possible. Je pense que le lever à J1, il ne dépend pas forcément du protocole, il dépend plutôt de l'état clinique du patient. Donc là, on essaye tous de faire le mieux. Les méthodes alternatives non médicamenteuses sont très peu répandues finalement. 66% des cas, aucune alternative aux thérapies médicamenteuses pour la gestion de la douleur, alors qu'on sait quand même que ça peut faire son petit effet. Les réalités virtuelles, les hypnoses, il y a des gens qui sont formés, ça marche pas mal. Et le suivi, finalement, il est assez classique. On utilise les consultations habituelles pour suivre nos patients. Il y a une infirmière dédiée à la RAC uniquement dans 20% des pratiques dans les répondants. C'est, à mon avis, un point d'amélioration à envisager. Et l'application numérique, pareil, on n'est pas très moderne. Finalement, 8% des gens qui utilisent une application en pratique courante, c'est très peu. Pour ce qui est de la mise en place d'un protocole RAC, il y a quand même plus de 80%, 85% des répondants qui pensent que c'est important d'avoir un protocole structuré et validé qui soutienne cette démarche. Et les freins à la mise en place, c'est essentiellement le manque de moyens, surtout humains, et les difficultés d'organisation au sein de la structure. Donc il faut qu'on encourage, nous, nos structures, nos directions, pour mettre les moyens nécessaires si on veut y arriver à développer ces protocoles. Donc en conclusion de cette enquête de pratique, il y a une forte tendance à la RAC. Il y a beaucoup de réponses favorables. Tout le monde souhaite, enfin tout le monde, donc la grande majorité souhaite avoir un protocole établi et de pouvoir utiliser un protocole au quotidien. Par contre, on est encore très hétérogène dans nos pratiques, en fonction, je pense bien sûr, de nos habitudes et aussi des possibilités de l'établissement. Les freins, c'est essentiellement des ressources plutôt humaines que financières, mais surtout des ressources humaines et l'organisation. C'est pour ça que la SFCR va s'efforcer de fournir un protocole. On va passer au retour d'expérience. C'est Mathieu Baudou qui nous présente le retour d'expérience du Centre des Massues sur la chirurgie de l'enfant. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation pour parler de la RAC aujourd'hui dans la déformation pédiatrique. Moi, je m'appelle Mathieu Baudou, je travaille dans 2 centres à Lyon, à savoir le Centre des Massues qui appartient à la Croix-Rouge, mais également à l'hôpital Femme-Mère-Enfant, le CHU. Donc la RAC en matière de rachis pédiatrique, de scoliose, c'est maintenant décrit depuis plus de 5 ans. On a déjà eu la littérature qui a été revue par Nathan. On sait que c'est efficace sur la durée de séjour, la vitesse de remise en charge, les taux de complications globales, les pertes sanguines péropératoires. En gros, nous, on l'a mis en place il y a plus de 3 ans. Ça a été mis en place juste avant mon arrivée au Centre des Massues. C'était à l'initiative de l'équipe d'anesthésie quand même essentiellement. Une anesthésiste, Dr Texier Wolf, qui avait en fait une expérience d'un centre précédent, une clinique libérale, où la RAC avait été mise en place dans le cadre de prothèses. Et à son arrivée au Massu, elle avait proposé de mettre ça en place pour les prothèses. Et comme il y avait une énorme activité de scoliose au sein des Massus, on s'est dit pourquoi pas l'appliquer à la scoliose pédiatrique. Le constat, il est simple. On a une anxiété énorme des patients et de la famille qui l'accompagne. Il y a une inconnue en fait, sur le déroulé de l'hospitalisation. En consultation, on a souvent tendance à expliquer le bloc opératoire et comment ça se passe, mais finalement, le déroulé réellement, on n'a pas le temps finalement d'en parler. Et puis, il y a une appréhension aussi sur le retour à domicile. Donc, sur notre organisation, concrètement, au Centre des Massues, 3 semaines avant l'intervention, pendant une demi-journée, on va avoir 4 intervenants. Pourquoi 4 intervenants ? C'est une question en fait économique.
On est dans le cadre d'un hôpital de jour et le fait d'avoir 4 intervenants nous permet de se faire rembourser la journée à hauteur de 650 €. Si vous passez à 3 intervenants, vous diminuez la somme par 2. Et en fait, ça a été un argument fort pour défendre les 4 intervenants auprès de la direction. Donc vous avez une infirmière qui est dédiée à la RAC, un ergothérapeute, un psychologue et puis un médecin de la douleur. Alors médecin de la douleur, là aussi, petite subtilité, c'est un anesthésiste, mais la constatation d'anesthésie, on n'a pas le droit a priori de l'intégrer dans le cadre d'une journée RAC. Donc du coup, le médecin intervient dans le cadre de la gestion de la douleur avant, en pré-op et en post-opératoire. À la fin de la demi-journée, on donne un livret qui résume la journée et avec tout un tas de conseils sur le plan de la gestion de l'anxiété, diététique. Concrètement, l'accueil se fait donc à 8h, 8h15 par une infirmière qui a un rôle vraiment dédié à ça. Elle va donner énormément d'informations pratiques, c'est très concret. Ça va être par exemple pour les filles attacher les cheveux en natte pour faciliter l'installation. Prévoyez des vêtements amples, prenez des baskets, arrêtez le tabac. Il va y avoir des explications sur l'hospitalisation, sur comment ça se passe, qui fait l'accueil, où est-ce que le patient va se diriger dès son arrivée. C'est très bête, hein, mais pour que les patients ne soient pas anxieux sur le simple fait de chercher le service le jour J, on va leur montrer où se situe le service et puis on va même leur faire une visite du service. On prend les constantes et puis on va effectuer un score APAIS. Alors le score APAIS, c'est en fait une adaptation française d'un score en fait qui a été réalisé par une équipe d'Amsterdam qui en fait évalue l'anxiété du patient. Ça, c'est l'infirmière coordinatrice qui se charge de réaliser ce score. Et ce score va nous permettre en fait de déterminer à quel point le patient est anxieux avant la chirurgie. Et en fonction de son score, on va ensuite lui proposer des prises en charge adaptées avant, pendant et après l'hospitalisation. Une fois qu'on a l'accueil du patient qui a été effectué, l'ergothérapeute arrive vers 9h du matin. On essaie de ne pas avoir de temps mort pour vraiment il y a un déroulé qui soit fluide de la demi-journée. Et l'ergo, son rôle, ça va être simplement d'évaluer le patient sur un plan plutôt sportif, sur le domicile. Est-ce que vous avez une baignoire? Est-ce que vous avez une douche? Est-ce que vous êtes dans un appartement, une maison? Est-ce que vous avez des étages? Il y a des escaliers à prendre? Comment est votre lit, votre literie? Ainsi de suite. Et elle va déjà déterminer les bons gestes à prendre pour la chirurgie et pour le post-op. Donc ici, on voit voilà, la mobilisation en monobloc, la bonne tenue après la chirurgie, le premier lever qu'on effectue à Gien chez nous, comment ça se passe, ainsi de suite. On fait intervenir également un psychologue. Lui va s'intéresser du coup au ressenti, comment le patient et la famille. Il y a une intervention qui se fait en 2 temps. Il voit d'abord le patient, puis il voit la famille. Donc le ressenti vis-à-vis de la chirurgie. Est-ce qu'il y a des conflits intrafamiliaux vis-à-vis de cette chirurgie? Est-ce que justement il y a des antécédents sur un plan psy? Et éventuellement peut nous mettre un stop éventuel s'il y a un ressenti très très négatif qui pourrait être délétère pour les suites. Et dans ces cas-là, ça peut nous amener à reconsidérer, reporter, revoir la famille, mettre en place des choses supplémentaires, voire même un suivi psychologique. Nathan en parlait juste avant. Enfin, le médecin spécialiste de la douleur, lui va informer le patient sur la prise en charge de la douleur, donc en péropératoire, mais également en post-opératoire, décrit bien tout ce qu'on fait pendant la chirurgie et après la chirurgie. Il va déjà anticiper sur l'exercice de relaxation. Donc, qu'est-ce que la douleur? En fait, on décrit les schémas nociceptifs. On décrit des méthodes de relaxation pour apprendre à gérer cette douleur en post-opératoire. Et il y a même une démonstration d'hypnose qu'on fait pendant la consultation et qui peut servir également dans le service en post-op. Ici, très concrètement,
qu'est-ce qu'on fait donc, avant la chirurgie? On a des objectifs préopératoires d'hémoglobine. Notre équipe d'anesthésie vise une hémoglobine à plus de 12 grammes par décilitre. Et si on est en dessous de ça, on va associer soit de la supplémentation par fer EPEROS, soit éventuellement de l'EPO. On ne préconise pas de kiné préopératoire. Je ne vous l'ai pas mis dans la diapo parce qu'il n'y a pas de consensus au sein de l'équipe. Moi, j'en fais pas personnellement, mais il y a d'autres chirurgiens dans l'équipe qui le proposent. Voilà. J0, concrètement, le patient donc rentre à J0 dans notre centre. Il connaît déjà le chemin pour aller dans le service, il se présente. Il est reçu ensuite, il y a eu 2 douches pré-op, une douche la veille et puis une douche le jour J. Il est ensuite reçu par l'équipe d'anesthésie. Au bloc opératoire, va y avoir une prise en charge en 2 temps. Il y a donc d'abord une rachianesthésie pré-op avec Sufinta et morphine qui est faite systématiquement. Et ensuite, après, donc, il y a l'AG multimodal. Sur le geste chirurgical, on utilise un cell saver. Bon, je pense que ça, c'est à peu près partout pareil désormais. Et pas de levée à J0. Pour le repas du soir, on va proposer un repas extrêmement léger avec des boissons et des choses très digestes, type compote, tout ça. Le lever se fait à J1 et on fait 2 levées sur la journée. Un premier lever au matin, un deuxième lever l'après-midi avec un kinésithérapeute. Sur le repas, on va proposer un repas un petit peu plus léger avec de la purée, du poisson, des choses un peu plus faciles à digérer. Et sur la gestion de la douleur au cours du séjour, on va ensuite s'adapter en fonction du score APAIS, je vous ai parlé initialement. Et on peut effectivement, on propose assez régulièrement de l'hypnose, du casque virtuel. Ça marche assez bien quand on est sur des profils assez anxieux. À J2, on a un repas qui là, du coup, on repart sur une alimentation qui est normale. Et je ne vous l'ai pas mis non plus dans la diapo, sur la sonde vésicale, c'est variable. On la retire entre J2 et J3. À J3, c'est en général vraiment là où il y a un switch énorme sur nos patients. On le constate assez classiquement. C'est-à-dire que les patients d'un seul coup vont beaucoup mieux à partir du moment où on retire les péridurales, où on leur fait pratiquer une douche et on fait passer l'ergothérapeute pour commencer à anticiper la sortie à domicile sur justement le positionnement dans la douche, le passage des positions assises, debout, couchées, et l'anticipation vis-à-vis des escaliers, du contexte à domicile. À J4, classiquement, nos patients sortent et, un point important, on n'attend pas forcément une reprise des selles. À partir du moment où les patients ont des gaz, ça nous suffit, on les laisse sortir. Donc chronologiquement, ça donne ça. 3 semaines avant l'intervention, ils sont vus dans le cadre de la demi-journée dont je vous ai parlé. La veille de l'intervention, on les rappelle pour leur dire de venir. Ils entrent à J0, retour à domicile qui se fait la plupart du temps à J4. Ça nous arrive parfois de faire des retours à J3 si vraiment les patients sont en forme. Le lendemain de retour à domicile, on les rappelle pour prendre de leurs nouvelles. On le refait à J5 et à J30, c'est la téléconsultation avec le médecin de la douleur. Et ensuite, après, il y a la consulte post-op qui varie entre 6 semaines et 3 mois selon les chirurgiens dans l'équipe. Ici, on a une étude qui est en cours. Je vous montre les résultats préliminaires, toujours sur le fameux score APAIS. Concrètement, on s'aperçoit que depuis la mise en place de l'ARAC, on a une nette diminution de l'anxiété chez nos patients. Donc en conclusion, on note déjà une diminution de l'anxiété préopératoire chez nos patients. On a un retour qui est extrêmement positif parce que aussi bien nos patients que les parents nous disent qu'ils se sentent vraiment intégrés dans le parcours. C'est une demi-journée qui apporte un énorme plus dans le sens où ils ont énormément de questions qui ne se sont même pas posées, auxquelles on donne réponse. Donc ça les intéresse vraiment beaucoup. Et puis, on a la sensation aussi bien du côté des équipes que patients et parents, qu'on a un retour à domicile qui est encore mieux anticipé, accompagné, qui finalement se fait de façon plus sereine. Je vous remercie. Merci Mathieu. Intéressant. Profil psychologique des enfants et J3, J4 sorti pas mal. Louis, je vais convoquer Louis. C'est à toi. Ah, c'est écrit. Bon, non, mais vas-y. On va faire. Peu importe. Isabelle, alors. Désolé. J'avais pas le même ordre.
Il n'y avait pas le même programme. Donc Isabelle Courtois qui va nous exposer le protocole du CHU Saint-Étienne concernant justement un outil psychologique de préparation. Voilà, ça concerne les adolescents. Donc effectivement, pour récupérer vite et bien, il faut être bien préparé. Et je vais surtout vous parler de préparation mentale. Et donc pour ça, il faut être bien informé, savoir ce qui va se passer, se sentir en confiance, prendre sa décision en conscience et devenir vraiment acteur de son parcours. On en a parlé. Et finalement, la question, c'est quelle est la meilleure méthode d'éducation pour le patient et ses parents. Alors, on peut donner des livrets, on peut lui dire de regarder des vidéos, on peut faire des entretiens individuels, mais souvent, ça devient un monologue où c'est surtout le professionnel qui parle. Et finalement, on s'aperçoit que si on veut éduquer correctement son patient, toutes ces méthodes qui sont passives vont faire que le patient ne retient pas forcément beaucoup de choses, alors que si on est dans une méthode où le patient est plus actif, c'est-à-dire des discussions de groupe, des échanges entre patients, qui vont plus s'apparenter à du coaching, on a une meilleure éducation du patient. Et donc, on se sert de la méthodologie de l'ETP, notamment des ateliers de groupe, où on va utiliser des techniques de communication et de pédagogie participative. Et nous, on a à Saint-Étienne un programme sur les corsets, où on a aussi un versant chirurgie. On appelle donc ça l'atelier autour de la chirurgie. Ça se passe un mercredi après-midi de 14h à 16h, 16h30. Les patients sont en hôpital de jour. On convoque 10 à 12 patients adolescents pour lesquels la chirurgie a été soit juste évoquée, soit indiquée, et l'un ou deux par an. Les professionnels, c'est au minimum le chirurgien, l'infirmière coordinatrice, la psychologue. Et il y a au moins 2 ou 3 patients opérés à 1 an post-opératoire et leurs parents qui viennent. Et j'insiste, il faut qu'il n'y en ait pas qu'un seul. Et je vais donc vous détailler cet après-midi-là. Donc d'abord, le premier, on prend les jeunes tous ensemble, sans leurs parents, avec l'un des professionnels. Et l'animateur explique qu'il va être le porte-parole du groupe et qu'on va préparer quelles sont les questions qu'on a à poser à un patient qui a déjà été opéré et au chirurgien. Et on ne va pas répondre aux questions à ce moment-là. Et on utilise les techniques de métaplan, de brainstorming. Et on dit aux patients, on va réfléchir sur les différents temps. Qu'est-ce que j'ai comme question pour avant l'opération, l'hospitalisation et le retour à la maison. On s'est aperçu que le travail en binôme, c'était plus productif que si on les laisse réfléchir tout seuls. Et donc, ils ont des petites feuilles de couleurs suivant les 3 phases pour poser leurs questions. Et qu'est-ce qu'ils ont comme question, les jeunes ? C'est finalement des choses très matérielles et de la vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on met dans sa valise ? Combien de temps on va rester couché ? Comment on va faire pipi quand on vient d'être opéré ? Et qu'est-ce que je fais si j'ai mes règles ? Est-ce que je vais rater beaucoup d'écoles et perdre une année scolaire ? Est-ce que je pourrais marcher normalement après la chirurgie ? Ce sont des exemples. En parallèle, les parents sont pris avec un autre animateur. Là, c'est la psychologue. Et elle va commencer déjà par un tour de table. Et on s'aperçoit que quand les parents ne sont pas avec leur adolescent, ils vont lâcher beaucoup de choses, notamment sur la culpabilité de ne pas avoir vu la scoliose, culpabilité de ne pas avoir réussi à leur faire porter leur corset, par exemple. Deuxième chose que j'ai remarqué, beaucoup de choses aussi sur les informations d'Internet. Mon enfant va voir des choses sur Internet. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ce qu'il voit ? Donc, ils sont contents de pouvoir avoir un espace où ils vont avoir des réponses. Et puis également, comment est-ce que moi, parent, je gère mon stress pour pas le donner à mon enfant ? Et donc, le fait déjà d'en discuter à plusieurs parents, ça peut faire baisser le stress. Ils vont ensuite préparer leurs questions en suivant, pareil, les 3 phases. Et on ne répond pas aux questions non plus à ce moment-là. Et l'animateur va synthétiser toutes les questions, mais a aussi, bien sûr, sa checklist, c'est-à-dire qu'il faut que tout ce qu'on veut leur donner comme information soit posé. Donc, si jamais il y a des choses qui n'ont pas été évoquées, on a aussi des petites cartes où on dit regardez s'il y a d'autres questions qui vous viennent. Et en général, comme ça, on a bien rempli toute notre checklist.
Ensuite revient le temps commun. Donc on retourne dans une grande salle, on s'installe en cercle pour qu'il n'y ait pas des gens devant, des gens derrière. Soignants et patients placés aléatoirement, ou plutôt on fait en sorte que les soignants ne soient pas tous du même côté. Vous avez ici à droite le chirurgien qui n'a pas sa blouse ce jour-là. Et ce sont donc les deux animateurs porte-parole des différents groupes enfants et parents qui vont poser les questions recueillies en suivant les 3 phases. Et ces questions, ils vont les poser en priorité aux patients témoins et aux parents témoins. Les questions ont été préparées courtes, on demande des réponses courtes et un vocabulaire simple. Et notamment, il y a un peu des mots interdits. Par exemple, une fois, le chirurgien avait dit « on fait une greffe osseuse ». Et là, un père avait dit « quoi, mon enfant va être greffé ?» Donc non, maintenant, on sait qu'on dit bah, « l'os va se souder » et ça suffit. Ensuite, un autre temps, c'est l'atelier cicatrice. Donc avec l'accord préalable des témoins, et aucun n'était pas d'accord. Et de façon optionnelle, c'est-à-dire que c'est seulement ceux qui le souhaitent, dans une petite salle à part, en présence de la psychologue, et ben, le patient témoin va montrer sa cicatrice et pouvoir éventuellement échanger. En parallèle, l'atelier matériel chirurgical, là aussi c'est optionnel. Certains veulent voir, d'autres ne le veulent pas. Donc c'est comme ils préfèrent. Et c'est le chirurgien qui va montrer de façon très simple le matériel, les tiges, les vis. En aucun cas, bien sûr, on ne montre de photos ou de vidéos de la chirurgie, parce que ça dégoûte tout le monde, sauf les chirurgiens. Et même pas de radio d'arthrodèse, c'est pas la peine, ça sert à rien. Et puis après, il y a un temps un peu informel où on va faire remplir les questionnaires d'évaluation, et je vous en parlerai un peu des résultats. Certains vont prendre rendez-vous avec l'infirmière coordonnatrice ou bien avec la psychologue, et puis il y aura de l'échange entre les familles, et notamment avec les familles témoins. Alors, qu'est-ce qu'en pensent les patients ? La plupart trouvent qu'au niveau de la durée, ça va. Se retrouver en groupe de pairs, pour eux, c'est très, très important. D'abord, ça permet de ne pas se sentir seul dans cette situation. Ça permet d'entendre des réponses aux questions on n'aurait pas pensé. Être séparés également de leurs parents dans la première phase, c'est positif pour eux. Et finalement, qu'est-ce qui a été le plus important pour eux ? En premier, c'est quand même les explications des patients déjà opérés et en second, les explications du chirurgien. Et puis, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé ? Désolé, c'est plutôt les explications du chirurgien et de l'autre, c'est-à-dire de l'infirmière, le fait d'ouvrir la peau, la cicatrice, les tiges dans le dos, tout ça, ils n'aiment pas trop. Pour les parents, alors qu'est-ce qu'ils en ressortent ? D'abord, l'utilité, c'est enrichissant, c'est plus que pertinent, ça nous aide dans notre décision. Le dernier qui dit, je pense, cet atelier est même une nécessité, donc c'est quelque chose d'important. Rassurant, c'est quand même ce qu'on cherchait, moins de stress, beaucoup d'inquiétudes se sont dissipées, donc c'est ça le côté psychologique. Ensuite, bien sûr, pour les parents, c'est très important que le chirurgien soit là, surtout si le chirurgien emploie les bons mots simples qui nous permettent de bien comprendre. Ils sont aussi... Ils trouvent très positif la présence des témoins et de leurs parents. Et c'est surtout le fait de les voir, c'est-à-dire pas simplement les avoir au téléphone, mais les voir, pouvoir discuter vraiment avec eux. Et puis, les parents apprécient également de se retrouver avec d'autres parents qui sont finalement dans la même situation qu'eux. Et puis, sur le texte libre, leur retour, c'est un encouragement pour cette formule, continuer avec ce genre de séance d'information, continuer dans cette voie. Donc, ils apprécient vraiment de se retrouver à plusieurs familles. Alors, les résultats, les effets positifs de la RAC, j'y reviendrai pas, c'est positif pour tout le monde. Ça nous a permis quand même de gagner 8 places dans le classement du point. Et puis, Saint-Étienne est 11e, et avec une durée moyenne de séjour qui est même la plus basse des 11 premiers. Et on est aussi une sortie à J4, J5. Alors, en conclusion, c'est vrai que cette approche chirurgien, équipe, jeunes et famille est beaucoup moins conventionnelle, permet d'avoir un meilleur relationnel et instaure tout de suite une relation de confiance. Mais il faut que les professionnels de santé acceptent ce changement de posture
qui est l'évolution d'un mode plus paternaliste où le soignant sait, vers un mode plus équilibré dans les rapports soignant-soigné et en mettant vraiment de la place aux patients expérimentés. Et ça a un effet positif pour les professionnels, notamment pour les chirurgiens, avec un gain de temps dans les consultations. Ça évite les discours répétitifs. Là, vous dites une fois pour 12 patients, au lieu de 12 fois la même chose. Ça évite aussi les oublis d'information. On a notre checklist et on sait que tout est dit. Ça a quand même une meilleure efficience parce que finalement, en 2h30, on va faire 12 HDJ et 3 suivis post-opératoires. Et puis, personne n'a envie d'un retour en arrière, ce qui fait que maintenant, s'il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de chirurgie. Je vous remercie. Merci Isabelle. L'importance du binôme parent-enfant, en tout cas, et la préparation en grande partie psychologique. Et le chirurgien est important, mais pas que quand même, dans la discussion. Louis Boissière pour l'expérience chez les adultes. Voilà, donc la transition, la problématique des adultes, en fait, elle est différente, d'accord ? C'est-à-dire que là, on a beaucoup insisté sur la prise en charge psychologique de la scoliose des adolescents. Et chez les adultes, la problématique, c'est pas la même. Déjà, c'est pas la même pathologie à chaque fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une déformation comme l'adolescent, c'est pas une scoliose, c'est une multitude de pathologies. Et du coup, c'est un petit peu dur à mon sens, plus dur de la standardiser. Alors, le principe du protocole RAC, c'est une préparation préopératoire. C'est d'optimiser son patient avant, pendant et après la chirurgie, pour avoir le meilleur résultat possible. En gros, c'est un petit peu ça. Alors, je suis léger, moi j'ai découvert dans cette table ronde, c'est que j'ai pas mal mis RAC avec un seul A, j'ai tendance à le raccourcir. Donc j'ai appris ça aujourd'hui. Mais voilà, donc nous, dans notre expérience de la RAC, à Jean Villard, là, on a mis depuis 2017 sur le modèle de nos amis du genou et de la hanche qui font 95% de leurs prothèses en ambulatoire. On a mis une école en place, l'école des patients, qui est vraiment superposable à ce qu'ils font dans le genou, la hanche. Et du coup, c'est un petit peu le même problème. Alors c'est moins structuré, mais globalement, ils viennent en groupe. Et le fait de faire de rachis dégénératif en groupe, je pense que c'est bien parce qu'ils peuvent poser leurs questions entre eux. C'est un petit peu le même modèle qu'Isabelle nous a montré. On n'a pas la psychologue, mais les gens, ils viennent en groupe. Et on le fait pour le lombaire dégénératif. Au CHU, il y a un accueil, il y a un parcours J0 qui a été mis en place. On n'est pas arrivé à faire ces groupements de patients, mais ils sont accueillis dans un salon d'accueil et puis ils font un petit parcours un petit peu similaire. On a mis différents parcours en place, le dégénératif lombaire, le dégénératif cervical et la scoliose des adolescents. Et c'est vrai que sur les adolescents, je pense que c'est vraiment là où la préparation psychologique elle est primordiale. Et après, ça nous a permis quand même de faire les arthrodèses en ambulatoire. Là, on a les voies antérieures, les alifs, on les fait maintenant. Moi, c'est par défaut, je les fais en ambulatoire. C'est-à-dire que c'est assez rare que j'hospitalise un patient pour une alif. Et au départ, on se disait, il va falloir des artifices techniques, de la morphine, des cathéters IV à la maison. Et non, en fait, il faut juste éduquer correctement son patient. Ça, on va dire, oui, si on l'éduque correctement, ça se passe très très bien. On ne le fait pas en cervical. Par rapport au risque d'hématome suffocant. Donc on a pris la décision de ne pas le faire en cervical, mais en lombaire, et on le fait régulièrement. Et du coup, le succès d'un parcours RAC, c'est une bonne éducation thérapeutique. D'accord ? Ce qui n'est pas de la RAC du tout, c'est de faire partir les gens avec des voies veineuses à la maison, avec des prestataires de services et de la morphine, des choses comme ça. Ça, c'est pas de la RAC. Donc, c'est pas la durée vraiment d'hospitalisation, c'est d'optimiser un petit peu, de diminuer la morbidité des patients. Je reviens rapido sur la littérature. Je me suis un peu basé sur les mêmes papiers là, de méta-analyse de résultats, la difficulté de standardiser les protocoles, mais ça, on en a déjà parlé. Ce qu'il faut comprendre dans la chirurgie de déformation de l'adulte par rapport à l'adolescent, c'est qu'on part d'une chirurgie qui est préventive sans complications à une chirurgie qui est curative, qui traite des symptômes avec plein de complications. D'accord ? Donc déjà, ce n'est pas du tout la même approche. Voilà, donc après, on avait fait une revue là, avec Lao sur les complications, la morbidité périopératoire. Il y a quand même un risque de mortalité dans ces chirurgies. C'est des chirurgies qui sont longues, hémorragiques, qui peuvent se compliquer, qui peuvent atteindre tous les systèmes. D'accord ? Ça peut atteindre n'importe quel système peut être concerné par des complications.
Et du coup, je pense qu'il faut... La première chose à faire, c'est pas oublier les fondamentaux de la chirurgie. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on va faire une hospitalisation de 2 jours au lieu de 3 jours, de 10 jours, ça change rien tout ça, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut quand même de rester fidèle à ses principes et de se dire il faut que je fasse une correction correcte, d'accord, c'est quel est le moyen de ne pas avoir de complications, et après si jamais je peux minimiser l'agressivité de ma chirurgie, je le fais bien sûr, mais en fait c'est pas un objectif en soi que de diminuer la chirurgie, il faut faire la chirurgie nécessaire pour ne pas avoir de complications, ça c'est vraiment la base. Quand on voit les facteurs de satisfaction à 2 ans après une chirurgie, il y en a aucun qui dit ma durée d'hospitalisation, je suis satisfait parce que j'ai une petite hospitalisation. Les gens, il y a 3 seuls critères qui existent pour avoir une chirurgie satisfaisante. C'est d'avoir une image de soi qui est bien restaurée, pouvoir tenir debout, ne plus avoir mal, et au niveau radiologique, c'est d'être droit. D'accord ? C'est vraiment le seul critère de satisfaction à 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Donc s'ils ont pas mal, ils sont contents, ils se sentent bien dans leur peau, normalement ils seront satisfaits. Et en fait, si on va un peu plus loin dans l'analyse, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui n'ont pas une image de soi satisfaisante, il n'y en a aucun de satisfait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'image de soi ne l'est pas restaurée, alors ce n'est pas forcément que cosmétique, d'accord, je ne peux pas rentrer dans le détail, mais on l'a publié aussi, qu'est-ce qu'est l'image de soi. Mais globalement, si l'image de soi n'est pas restaurée, les gens ne sont pas contents. Il n'y en a aucun. Sur la SVA, c'est un peu pareil. Alors, il y a quelques déséquilibrés qui sont contents, mais très, 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 très peu. Et globalement, il vaut mieux être à gauche du schéma qu'à droite. Autre chose qui est primordiale de comprendre, c'est que les complications, on va dire j'ai une petite complication, j'ai une infection, j'ai une vis, un crochet qui a lâché, ou je ne sais pas quoi. Globalement, la tendance de notre base de données est de penser que les complications, on va les payer toute sa vie. D'accord ? C'est-à-dire qu'une complication va impacter le résultat final, et le résultat final va être impacté au long cours. C'est-à-dire qu'il y a 10 points de Souestri en moins à 5 ans pour quelqu'un qui a une reprise chirurgicale, tout confondu. Alors, il y a peut-être des petites reprises, des grosses reprises, mais j'ai tendance à dire aux patients, Pierre, il y a une infection, on va nettoyer, on va donner des antibiotiques, ça se guérit bien, les infections. Et on va se dire, l'infection, c'est finalement pas très grave par rapport à la paralysie, le PJK et tout, finalement, l'infection, c'est pas forcément grave. On avait fait une étude et globalement, le risque de pseudarthrose est comme augmenté de 4,4 le ratio. Donc, une infection, c'est une complication grave. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Et du coup, comment on met la RAC dans tout ça ? Parce qu'il ne faut pas oublier tout ça. Donc j'ai pris un cas clinique tout simplement. Patiente opérée en 99 d'une arthrodèse, qui a été réopérée en 2017 avec une extension pelvienne. Elle débarque à ma consultation avec cette radio. Donc elle a une pseudarthrose, je vous le fais rapide, parce que c'est pas mais pseudarthrose lombosacrée, la kyphose lombaire majeure, une version pelvienne à 55 quand même, une kyphose jonctionnelle, elle a un BMI à 45. Elle n'a aucune perspective professionnelle, dans une impasse complète. D'accord ? Donc là, on se dit, est-ce que je vais être satisfaite de sa chirurgie, cette dame ? Est-ce que je la reprends pas ? Est-ce que je la laisse comme ça ? C'est difficile de répondre, personne n'a la réponse. Dans notre expérience, est-ce que déjà il faut opérer les obèses ou pas ? Les résultats, ils ne sont pas si mauvais. C'est-à-dire que globalement, ils ont la même satisfaction que les normopondéraux vis-à-vis de la chirurgie. Ils ont le même taux de complications mécaniques. Par contre, ils ont une période périopératoire qui est plus compliquée. Il y a plus de saignements, plus de lésions neurologiques, plus de brèches. Donc, c'est une chirurgie qui est plus complexe, d'accord, il faut le dire. Et ça, c'est des obèses entre 30 et 35, on va dire 46. Dans ma tête, c'est impensable d'opérer une déformation à 46 degrés, à 46 de BMI. C'est impensable. Donc la première chose, c'est parcours bariatrique, c'est-à-dire que je n'ai pas la compétence de faire maigrir quelqu'un de 50 ou 70 kilos. Donc on l'envoie en chirurgie bariatrique en tout cas pour un avis bariatrique dans le parcours de nutrition. Elle va garder ses douleurs, c'est pas grave. De toute façon, c'est irréel de faire c'est une contre-indication absolue. Donc la chirurgie bariatrique, elle est rentrée dans le parcours. C'est là où il faut aussi sensibiliser, il faut savoir le parcours qu'on veut. Il y a certains parcours où j'ai pas de critique, mais notamment hospitalier, où des fois les patients ils partent 2-3 ans en parcours avant d'avoir leur chirurgie. Et là, dans des situations désespérées comme ça, il faut qu'en 6 mois, ce soit plié. D'accord ? C'est-à-dire qu'il faut aider la patiente. Il faut aussi savoir aller assez vite pour les protéger. Elle a fait une éventration, moi je vous passe le détail. Et du coup, 2 ans plus tard, elle a perdu 30 kilos. Elle est un peu moins douloureuse, elle n'a pas de travail. Elle continue à perdre du poids. Et j'ai dit finalement, ça fait 2 ans qu'elle est comme ça. C'était une dame, du coup on va dire on va faire un projet professionnel d'abord, d'accord, parce que finalement le nombre de gens en invalidité après ces scolioses il est dramatique, et du coup on va faire un projet professionnel on va préparer la réinsertion avant la chirurgie. Elle avait moins mal, elle pouvait attendre. Et du coup elle a fait une formation en BTS, ça lui a pris 3 ans.
2024, elle a son diplôme, elle arrive à un BMI à 31, et du coup, je lui fais l'arthrodèse avec l'ostéotomie. Je n'ai pas traité le déficit coronal complètement pour la SIFO, j'ai pas refait 2 ostéotomies, d'accord, on parle de RAC, d'agressivité, mais faire 2 ostéotomies, ça me paraît compliqué, et on a eu un résultat qui était plutôt satisfaisant. Donc, quand on regarde après les différents protocoles RAC, d'accord, donc pour moi, ça, c'est de la RAC, finalement. Ça a mis 4 ans avant de faire une chirurgie, donc ce n'est pas du rapide. Mais finalement, c'est ça, c'est d'optimiser au mieux le patient. Maintenant, on n'a pas le choix de les faire maigrir avant. Le tabagisme, je ne sais pas. Mais globalement, comment je peux optimiser mon patient, c'est ça. Donc l'hémoglobine glyquée, tout ça, il faut le prendre en charge. Nous, on n'a pas tendance à faire de bilan d'ostéoporose. C'est vrai que l'arrêt du tabagisme, moi, je ne le fais pas spécialement. C'est une erreur. Par contre, le projet professionnel, c'est de voir si on peut en tirer quelque chose, de les réinsérer dans la société. J'y crois beaucoup. Et le dernier truc, c'est la morphine. Alors la morphine, l'étude, faut évaluer. C'est globalement, à partir du moment où on opère quelqu'un qui est sous morphine avant, 50%, il y en a plus de 50% qui gardent la morphine après. Donc en fait, il faut faire arrêter la morphine avant. C'est-à-dire que le lombalgique qui est sous morphine, c'est pas normal. Donc soit il a des grosses déformations, la pseudarthrose, il en peut plus des douleurs osseuses. Bon, ça, à la limite, ça peut se comprendre. Mais un lombalgique pur ou avec une scoliose qui n'a pas été opérée, la morphine doit être arrêtée avant toute chirurgie, parce que de toute façon, ça ne marchera pas après. Voilà, donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Je passe un peu rapidement, mais là, voilà. Au niveau de la chirurgie, oui, ce que je voulais dire avant sur cette diapo, c'est qu'aussi la satisfaction, elle va dans le fait qu'il ne faut pas leur vendre du rêve. C'est-à-dire que si l'objectif, il faut savoir quels objectifs on va solutionner. Donc c'est la douleur, c'est tenir debout. Si le gars il veut déménager, faire de la manutention, il dit j'arrive plus à, on va pas l'opérer, d'accord. Il faut bien leur expliquer c'est qu'est-ce qu'ils peuvent attendre d'une chirurgie de la correction de déformation et quels sont les objectifs qu'on peut atteindre et les objectifs qu'on peut pas atteindre. Et c'est là qui permet d'avoir une bonne indication. La chirurgie, je passe vite parce que finalement, tout a été dit avant. Nous, les petites spécificités qu'on aime bien quand même, c'est que nous, on fait quand même de l'antibiothérapie prolongée, c'est-à-dire 48 heures de céfuroxime. On met de la vanco, on met de la bétadine. Le lever précoce, oui, on le fait aussi. Et après, moi, j'aime bien rajouter de la vitamine C et du zinc pour la cicatrisation. C'est les petites astuces et on ne sait pas si ça fonctionne, mais globalement, on a quand même peu d'infections, il faut le dire. Après tout le reste, je passe. La seule chose aussi où je suis un petit peu par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'on parlait d'un leader, d'accord, sur une chirurgie de déformation. Le leader, c'est le chirurgien, d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas photo. C'est-à-dire que les anesthésistes ne vont pas nous guider nos complications. Ils ne connaissent rien. S'il y a une douleur qui est au-dessus du montage, peut-être que c'est un PJK délgien, on parlait de la rapidité d'un PJK, les problèmes neurologiques à surveiller. C'est-à-dire que le chirurgien reste leader, il doit se faire accompagner des anesthésistes éventuellement, mais le vrai leader de la période opératoire, c'est le chirurgien, il n'y a pas photo. Le post-opératoire immédiat, nous on est resté attachés au corset quand même. Le corset, pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait l'évaluation. Et il n'y a pas moins de complications mécaniques après qu'un corset. Par contre, les gens à 6 semaines, ils ont moins mal. D'accord ? Donc c'est vrai que rien qu'à visée antalgique, on parlait de l'analgésie multimodale, et on leur fait faire quand même, au début, ils ont quand même les muscles extenseurs qui sont un petit peu endormis. Du coup, on les fait rééduquer sous corset pour travailler les extenseurs, mais on aime bien le corset pendant les 2 premiers mois. Sinon, après, il n'y a rien de particulier à dire. Et pas de sortie avec des morphiniques. Voilà. Après qu'on voit les protocoles américains, on est à peu près pareil. Nous, la seule chose qu'on n'a pas la chance d'avoir, c'est les plasticiens pour la fermeture, parce que c'est ce qu'ils recommandent dans leur protocole. Donc après, les protocoles sont aussi adaptés au modèle économique. On n'a pas les mêmes chirurgies. Le post-opératoire, on fait un truc tout à fait classique, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans. En fait, ce qui est important, c'est de se monitorer, de s'évaluer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire les choses, de dire je vais faire ci parce que ça. Et ce qu'il faut, c'est le vérifier, le prouver et s'auto-évaluer. Ça, c'est indispensable. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Louis. Très éclairant. On va passer aux bénéfices et aux limites de ces protocoles RAC, d'abord sur le versant médical avec le président. Merci pour l'invitation. Je ne fais pas de déformation, mais je peux vous parler de RAC et avec quelques parallèles avec la chirurgie dégénérative qui concentre plus mon activité. On revient quand même un peu sur l'histoire. C'est Henri Kellett, c'est un chirurgien général danois qui, il y a presque 30 ans, a finalement concrétisé cette idée qu'une combinaison d'étapes unimodales basées sur de l'évidence-based médecine
pouvez améliorer l'expérience du patient en termes de convalescence, de morbidité, d'hospitalisation. Mais je reviens sur des choses qui ont déjà été dites, parce que finalement, il y a beaucoup de redites. Le but de la RAC, ou de l'ERAS, l'acronyme anglais, c'est pas de diminuer la DMS, c'est d'abord d'améliorer la qualité de ce qu'on fait, l'expérience du patient. Et peut-être qu'à la fin, après toutes ces étapes successives, si on arrive à diminuer la DMS, c'est très bien, mais ce n'est pas le but. On n'est pas obligé de faire de l'ambulatoire pour du rachis cervical ou des alifs en ambulatoire. Ça marche très bien, tant mieux. Mais moi, qui fais beaucoup de RAC depuis 15 ans et qui fais beaucoup d'ambulatoires, on a fait le premier papier de rachis en ambulatoire français 20 ans après les Américains pour des raisons médico-économiques que vous connaissez. Le rachis cervical, je ne le ferai jamais en ambulatoire parce que je préfère le surveiller la nuit. Le but, il n'est pas que les patients sortent vite, il faut qu'ils sortent bien et qu'à distance, ça se passe bien. Et c'est pour ça que tous les premiers acronymes historiques, il y avait aussi Fast Track Surgery, RAC, à la française, au début, il y avait 2 R. Il n'y avait pas RAC, il y avait RRAC, c'était récupération rapide. Non, ce n'est pas RAC, c'est RAC, avec 2 A. Récupération améliorée, et puis ERAS. Et donc, on a déjà vu ça. Tous les papiers qui parlent d'ERAS, quelle que soit la discipline chirurgicale, segmentent le voyage patient avant, pendant et après la chirurgie, avec des tas de micro-étapes à optimiser, plus ou moins optimisées, plus ou moins définies dans les différentes spécialités. C'est la cancérodigestive ou de la chirurgie du rachis. On voit même maintenant apparaître récemment la neurochirurgie crânienne. Et finalement, c'est plus peut-être une philosophie, une façon de travailler qu'un véritable protocole, même si bien sûr le protocole est indispensable. Historiquement, au niveau de la chirurgie digestive et de l'orthopédie, je reviens un peu parce que finalement on est parti directement sur la RAC en déformation, mais ce qui a quand même expliqué le développement universel de ces techniques dans les différentes spécialités chirurgicales, c'est les résultats qu'ont montré au départ nos collègues d'Europe du Nord, suite à Kellett, c'est-à-dire sur de la chirurgie des articulations du membre inférieur, hanche et genou, moins 30% de mortalité à 2 ans. Il n'y a aucun implant, quelle que soit la technique, quel que soit le matériau, qui donne ce type de résultat. En chirurgie colorectale, les complications, morbimortalité, complications mineures majeures, divisées par 2 avant et après passage à la RAC. Juste par de l'organisationnel et pas par le super truc qui fait des sutures digestives, quoi. Donc, c'est ça aussi. Certes, c'est le chirurgien leader, mais en fait, on se rend compte que la chirurgie n'a pas grand intérêt dans la RAC. C'est l'organisation, c'est tous les autres acteurs, anesthésistes, infirmières spécialisées, kinés, et aussi administration, il ne faut pas les oublier. La chirurgie du rachis, c'est a fortiori la chirurgie du rachis dégénératif, elle est complètement dans le rationnel de la RAC. D'abord parce que, ça c'est un papier que j'adore, Gornitsky 2014, qui étudie 400 interventions dans toutes les chirurgies. Et dans les 10 premières, il y a 6 interventions du rachis. Donc en fait, on est exposé à des patients douloureux, et vous le savez bien plus que moi, qui ne fait pas de déformation. C'est une chirurgie à complications, j'ai mis un des travaux de l'équipe de Virginie Lafage, mais il y a de nombreux travaux sur les complications de la chirurgie, de notre chirurgie. Donc, les prévenir, c'est important. La préoptimisation compte beaucoup. La fragilité osseuse, surtout dans les formations d'adultes âgés, et tout l'état nutritionnel. Et donc, ça, c'est ce qu'on peut optimiser. Ça rentre bien dans le rationnel. Et puis, aussi, une chose dont on n'a pas parlé, et je ne sais pas, je ne connais pas bien la déformation, mais je peux dire qu'en digestif, en dégénératif, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Les variabilités d'attitude des chirurgiens, l'absence de protocole, les preuve de bas niveau qu'on a dans la littérature pour prendre des décisions éventuellement nocives pour les patients est un facteur qui fait que la RAC, avec la tentative d'homogénéisation des pratiques, même au sein d'une équipe, remplit exactement son rôle dans la mise en place de la RAC auprès d'une équipe. Et la première étape, vous l'avez tous connu, ceux qui sont passés à ce type de protocole, c'est de lutter contre notre conservatisme en tant que chirurgien, quoi. Ça, c'est ce que j'ai entendu. Il n'y a pas beaucoup de place. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de place pour le mini-invasif en chirurgie de la déformation, de la scoliose. Mais en tout cas, moi, j'ai entendu ça pendant toute mon enfance chirurgicale quand j'étais au CHU. C'était une connerie de mon patron. Et aller contre les dogmes, travailler contre nous-mêmes, contre ce qu'on nous a dit quand on était interne, contre les biais cognitifs qu'on s'impose pour se rassurer à partir du moment où on fait des actes porteurs de risque pour nos patients, c'est une étape importante de la RAC. Nous, on est 7 chirurgiens à Versailles, 7 façons différentes de drainer les patients. Et depuis 5 ans, je ne suis pas arrivé à homogénéiser ce qu'on fait. Alors qu'au CED, tout le monde faisait pareil. À partir du moment où on a décidé qu'on passait à la RAC, il n'y avait plus de drain. Mais à Versailles, il y en a un qui draine 2 jours aspiratifs, un qui draine jamais, moi, un qui draine avec des drains plats en déclive et tout ça. Et c'est impossible d'obtenir une homogénéisation. Donc, et ce petit micro-élément du drainage, ce n'est qu'un des multiples façons de travailler qu'il faut changer si on veut arriver à protocoler un passage à la RAC.
Et donc, on est obligé de se confronter à tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on fait, pas forcément pour le patient, mais pour se rassurer. Et ça, c'est un travail, avant de passer à l'ARAC, ou permanent, quand on y passe, de travail, de se mettre autour d'une table, et pas uniquement avec les chirurgiens, hein, avec les infirmières, tyrokinés qui passent le soir, éventuellement faire lever les patients en salle de réveil, comme Joseph Christini fait à Marseille. Et ça, il a fallu former les filles en salle de réveil, parce que les patients ils sont levés tout de suite, et ils remontent dans leur chambre à pied. C'est pas de la scoliose, hein, c'est de la chirurgie de la hernie discale, mais néanmoins, c'est des habitudes à prendre. Il faut bouleverser les habitudes d'une institution, pas uniquement les siennes, mais celles de tous les acteurs, et ça prend du temps et de l'énergie de lutter contre le conservatisme, pour arriver finalement à une organisation un peu lean, de passer d'un bordel multidisciplinaire à un idéal, qui reste souvent un idéal, de fluidité, en impliquant toutes les disciplines. Ça, c'est un des premiers papiers qu'on avait fait quand j'étais au CED, puisque nous, on avait commencé il y a une quinzaine d'années à Toulouse. Hein, c'est le groupe de santé qui nous l'avait imposé, nous parlait de RAC, là chez nous un peu. Et quand on s'est rendu compte que ce n'était pas juste pour faire un meilleur workflow en termes de DMS et que c'était une amélioration pour la qualité du patient, c'est là qu'on a commencé à s'y intéresser de façon assez tôt. Et on avait montré très vite que dans 3 interventions types, on diminuait des durées des DMS qui finalement étaient déjà très inférieures à celles de la France, uniquement en organisant l'arrivée du patient, une petite éducation, un premier élevé plus tôt, moins de morphine, moins de contraintes, pas de patient qui restait dans son lit avec un pyjama bleu en plastique, qui prenait ses propres affaires et qui sortait le lendemain pour des alifs, ce qui qui était nouveau pour nous. Mais ce n'est pas tellement la DMS, encore une fois, parce que très vite, ce qui était surtout important, c'est de montrer qu'il n'y avait pas de différence en termes de complications. Et si on se penchait un peu plus, moins d'hématomes et moins de complications médicales pour des patients mieux préparés. Voilà. Donc tout ça, et je reviens un peu sur ce que je dis, parce que moi j'ai eu la chance l'ERAS Society, puisqu'il y a une société de RAC internationale, m'avait demandé de coordonner les premiers guidelines pour la fusion. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, le chirurgien peut être le leader, mais le problème chirurgical dans tout ce qui fait des protocoles de RAC, il est minime. Il y a beaucoup plus de place liée au contrôle de la douleur, liée à la préparation, à la préhabilitation, liée au suivi, liée à la rééducation, et finalement, quels sont les items, et en plus à très bas niveau de preuve, aucun argument actuel restant dans la littérature, en tout cas jusqu'à 2003, qui est en faveur d'une technique mini-invasive ou autre pour améliorer des résultats. Et puis, juste un point sur les managements des drains et sur les drainages urinaires, si on peut dire que c'est de la chirurgie, quoi. Donc, finalement, ce qui fait la réussite, j'en reviens à ce que les Danois nous avaient montré, ce n'est pas des techniques ou des matériaux ou des super écarteurs tubulaires ou des vis super prises, peut-être qui ne bougent pas, c'est de l'organisationnel, et c'est ça la RAC. Les bénéfices sont démontrés, on en a parlé plusieurs fois, ça c'est une des nombreuses revues qui est parue récemment, et avec des gains réels, ça c'est publié, je ne vous fais pas une analyse complète, on en a déjà parlé, une analyse multimodale qui fait baisser les opioïdes, une mobilisation précoce, une optimisation préopératoire, un parcours structuré et des protocolisations si possible, avec bien sûr un travail multidisciplinaire. Et ça, pour des chirurgies standardisées, de rachis dégénérative, ça marche assez bien. Ça fait près de 10 ans qu'il y a des protocoles qui sont proposés pour de la déformation. L'équipe de Philadelphie avait montré le premier, la diminution de la durée d'hospitalisation sans beaucoup de complications, avec une bonne satisfaction de patients. Ils avaient même publié en open access il y a plus de 10 ans leur protocole et leur voyage, avec des anecdotes sur ce qui avait émaillé le passage multidisciplinaire à ce type de prise en charge. Ça, c'est un papier qui montrait qu'il y avait quand même un taux de réadmission dans les 3 mois après chirurgie de déformation de l'adulte qui passait de 28% à 3%, juste par le passage à la RAC, 28% à 3%. Et puis, on a vu, j'en ai sélectionné un parce que je trouve que ce papier est très beau, c'est les résultats qui sont tout à fait satisfaisants en termes de douleur, en termes de reprise, soit des études, soit du travail, et en termes de qualité de vie, qui sont incomparables. C'est un papier de l'équipe de Virginie Lafache, de son groupe en tout cas, qui montre très bien les choses qu'on a déjà mentionnées à maintes fois. Donc, néanmoins, en déformation, il y a quand même des limites. Et encore une fois, ça a été déjà, je peux que réappuyer ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde. Il n'y a pas de guidelines actuellement qui sont dues à la déformation. Faites mieux, comme dirait l'autre, à vous. L'ARAC qui est appliquée actuellement dans les protocoles, même si on commence à voir s'affiner les papiers sur ces 2 dernières années, sont dérivés de travaux qu'on a fait nous et puis des autres équipes sur des chirurgies qui sont quand même moins agressives. Et puis, il y a des adhésions variables des équipes et des patients. Encore une fois, on doit lutter contre un conservatisme, en particulier chirurgical. Il y a des limites méthodologiques, il y a peu d'études prospectives randomisées, et c'est compliqué. Moi, ce qui m'a vraiment fasciné quand on a publié les recommandations de l'ERAS Society dans The Spine Journal sur la fusion, c'était le bas niveau de preuve qu'il y avait dans quasiment tous les items, sauf pour les items de traitement douloureux.
Il y a beaucoup de séries monocentriques, j'en suis le témoin, c'est essentiellement ce que moi j'en ai fait 2 ou 3 qui montrent ça, et bon, ça a été les premières étapes, mais maintenant il faut faire peut-être un travail scientifique de meilleure qualité, même si l'evidence-based medicine, c'est pas la vie, ça nous aide quand même à appuyer notre progression intellectuelle et l'application de ce qu'on a fait pour nos patients. Et puis, surtout, la chirurgie de la déformation, c'est extrêmement variable entre la sclérose dégénérative de l'adulte, la sclérose idiopathique de l'enfant et de l'adolescent, les grands spondylos. Et je ne suis pas sûr que des guidelines de la déformation existent. Il faudra peut-être faire plusieurs volets, un éventail complet de ce que représentent finalement ces pathologies dont vous vous occupez. Puis il y a des limites cliniques. La mobilisation précoce en salle de réveil, ce n'est pas forcément facile après une chirurgie T2 bassin. On a parlé d'épargner les morphiniques, mais ce n'est pas toujours très simple, et vous en avez sans doute une meilleure expérience que moi, mais la gestion du saignement, c'est peu standardisé, même si on voit la poussée de l'acide tranexamique. Et puis, bien sûr, il est hors de question de négocier les risques neurologiques sur des protocoles, et juste pour faire gagner un jour d'hospitalisation aux patients, quoi. Donc, c'est pas toujours... Et puis, il y a des limites de généralisation pour l'appliquer à son quotidien, comme toujours, mais ça, c'est pas que pour la RAC. Ce qu'on voit publier, c'est des équipes de référence. Donc, est-ce que le résultat est adaptable à notre CHU ou à notre clinique? Pas sûr. Et puis, on parle de patients dégénératifs qui sont peut-être plus fragiles que certains autres patients qui peuvent être plus fragiles. Donc, encore une fois, je ne suis pas sûr que la RAC de la déformation soit un seul concept. Ce serait un concept multiple. Et ça en fait toute la difficulté. Et c'est là que je voulais en venir pour aller vers ma conclusion. C'est-à-dire que peut-être qu'il faut réfléchir à des protocoles différenciés, pas forcément avoir un bundle complet avec tous les items et les répondre. L'éducation patient, la préparation, ça c'est indispensable. La réflexion sur la sécurité neurologique, sur le contrôle de la douleur, sur le saignement, c'est sûr que c'est 3 points qui sont non négociables. Et puis ensuite, peut-être moduler, suivant ce qu'on fait comme chirurgie, déformation de l'adulte, déformation idiopathique de l'enfant et de l'adolescent, grande chirurgie combinée, etc. Parce que plus je vieillis, et peut-être que je suis en train de me rendre compte que la RAC, c'est peut-être plus tellement un problème de protocole, et c'est peut-être juste une façon normale de faire notre métier. En tout cas, pour nous qui l'avons depuis 15 ans. En tout cas, et peut-être je pourrais parler des cèdres où j'ai travaillé. Là où je travaille à Versailles, pas du tout. C'est l'avenir. Alors que pour les cèdres, quand je me rappelle, il y a quelques années au CEDRE, quand on était passé à la RAC avec l'application mobile qui suivait les patients qui venaient en visite avant, qui étaient vus par les kinés, qui marchaient, qui descendaient au bloc dans leurs fringues, quelqu'un qui était venu de Medtronic, parce que Medtronic s'était intéressé pour faire sa propre application de scène, ça venait, vous avez 10 ans d'avance, alors que nous, ça nous paraissait être la vie normale. Alors que quand je suis à Versailles, c'est encore complètement de la science-fiction, et je ne suis pas sûr qu'on puisse y passer, parce que ça n'intéresse pas tellement la direction. On vient de voir passer 5 directeurs en 1 an, en 5 ans, donc autant vous dire que ce n'est pas très facile de faire passer un message, surtout dans les conditions actuelles de l'hospitalisation en général et privée en particulier. Et puis parce que les chirurgiens ont autre chose à faire et qu'ils ne sont pas tous motivés, et que autant à Toulouse, l'équipe avait compris l'intérêt de façon multidisciplinaire, autant c'est pas toujours facile à faire. Et donc on se heurte à ces difficultés pratiques. Moi, je vous parle vraiment du quotidien. Donc, néanmoins, petit à petit, on voit arriver tous les gens le matin. Les gens arrivent en marchant au bloc opératoire. On a réfléchi sur les drainages, et quand même, je pense que d'ici 1 an ou 2, je vais arriver à faire passer le fait que ce n'est pas la peine de mettre un drain juste pour se rassurer soi-même et pas pour sécuriser le patient. Et toutes ces petites choses-là sont ERAS-like, mais peut-être que c'est pour ça que je dis que dans une grande partie des pathologies dont on s'occupe, la RAC, ce ne sera plus l'origine de réunions ou de publications, mais juste une façon normale de faire la chirurgie du rachis. Et puis, il y a autre chose, ça c'est une digression personnelle, parce que c'est le sujet qui m'intéresse. OK, il y a des tas d'objectifs médicaux qui peuvent nous aider à progresser. Mais il y a peut-être un truc méta-RAC, avant même de commencer à opérer les patients. C'est de faire un travail sur nous-mêmes, sur nos biais, sur savoir comment c'est possible que pour, alors je ne parle pas de déformation, mais pour un patient qui a une récidive de hernie discale, 7 chirurgiens proposent 7 chirurgies différentes. Pour combattre nos biais cognitifs, de dire celui-là, il est fou, celui-là, il faut lui faire un montage T12 bassin, celui-là, c'est juste une petite endoscopie. Peut-être qu'il faut travailler sur nous-mêmes, sur les indications, sur ces variabilités incroyables. Je ne sais pas tellement comment ça marche dans la déformation, mais en chirurgie du rachis dégénératif, c'est le délire. On vient de publier une table ronde de la SFCR il y a quelques années sur les récidives de hernie discale. On voit à quel point, entre pays et à l'intérieur de chaque pays, on fait des choses extrêmement variables et extrêmement différentes en termes d'agressivité. Et cette phronésis que j'ai mis en grec, que Masquelet nous avait enseigné il y a quelques années quand je l'avais fait venir parler, cette prudence, cette sagacité, avant même d'opérer les patients, c'est peut-être ça qui donne aussi des bons résultats. C'est peut-être pas faire une chirurgie très invasive. Ça, c'est quand même très orienté dégénératif, parce que dans la sclérose idiopathique de l'enfant et de l'adolescent, c'est un contexte complètement différent qui impacte leur santé et pas uniquement leur qualité de vie. Et peut-être que là, c'est juste pour
finir avec un clin d'œil, peut-être que la RAC idéale, c'est d'opérer de moins en moins les gens, parce qu'on aura des récupérations améliorées si on ne leur fait pas de chirurgie. Ça, c'était un petit papier qu'on avait fait avec quelques grands noms d'orthopédie dans la revue du Prat l'année dernière. Donc pour moi, en réflexion, puisque je ne peux pas me mêler vraiment de la chirurgie de la scoliose, mais c'est un outil puissant, mais il doit être versatile. Et imposer un protocole unique, il y a un vrai travail à faire, parce que je pense que c'est totalement impossible dans cet immense univers qu'est la chirurgie de la déformation. Il ne faut pas être obsédé par la réduction du DMS. Moi, je pense que ça vient à la fin, et que même si on travaille sur la RAC et qu'on voit que le DMS diminue de façon non significative, ce n'est pas tellement grave, parce qu'ici, on a amélioré chaque étape, et ce qu'on vient de voir tout à l'heure sur les discussions en groupe préopératoire, sur l'éducation des patients, ou sur ce que vous avez évoqué à Lyon et à Bordeaux, on est exactement dans le truc. Pour moi, c'est comme le mini-invasif, hein. Ce n'est pas lié à un écarteur ou à un matériel, c'est lié à une façon de faire son métier. Et je termine par ce que je vous ai dit. Pour moi, ça fait encore l'objet de recherche. On en a vu dans notre on a vu cette montée sur PubMed de travaux sur la RAC, de conférences comme aujourd'hui, mais demain, ce sera juste notre façon de travailler sans même qu'on réfléchisse au fait que ça peut être un moment, un sujet d'intérêt ou d'inintérêt pour beaucoup d'entre nous. Merci Bertrand d'avoir partagé ton expérience. Place à Federico Sola pour l'expérience niçoise et plutôt la version bénéfice économique et les limites de mise en place. Merci Pierre, merci Tristan. Merci Bertrand aussi pour pas mal de concepts que je reprendrai de façon un poil différente. Merci aussi à celui qui a fait la plus grosse partie du boulot, donc Clément Jandel, qui était assistant dans le service à l'époque. Je vais parler un peu médico-économique, mais vous verrez, je vais reparler aussi de choses qu'on a déjà évoquées. Donc notre idée était d'évaluer la pertinence de l'introduction d'un protocole RAC low cost, en évaluant les douleurs pendant l'hospitalisation et à la sortie, la durée d'hospitalisation et aussi la diminution des dépenses hospitalières, ce qui était un peu motivé par ma direction à l'époque. Donc nous avons mené une étude observationnelle comparative pré-post avec 2 groupes pour scoliose idiopathique. Un groupe prospectif, RAC en 2020-2021, avec pas mal de critères quand même d'inclusion, montage pas trop gros, seulement idiopathique, courbure moins de 60 degrés, pas d'antécédent majeur, ASA 1 ou 2, versus un groupe rétrospectif standard opéré dans les années précédentes. Et dans ce protocole, donc on n'avait pas de personnel dédié, on faisait une épargne morphinique, verticalisation à J1. Avant, on attendait d'enlever le drain pour lever le patient, parce qu'on a peur que le drain s'arrache. Mais maintenant qu'on met quasiment plus de drain, la question ne se pose plus. Et puis, j'ai dit aux infirmières, aux kinés, si vous arrachez un drain, c'est pas grave, ça sera toujours ça de gagner. On a diminué le passage en soins continus. Avant, ils passaient tous en réa au moins une nuit. Et puis, on s'est dit, bon, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le raconte la petite anecdote. Un jour qu'il n'y avait pas de place en réa, on dit, est-ce qu'on peut l'opérer quand même? L'anesthésiste dit, je sais pas. Le réa dit, je sais pas. Je dis, écoutez, le patient va bien, ASA 1, on essaye. Allez, on essaye. Et puis, ça s'est bien passé, puis on a continué. On n'avait pas de personnel dédié, donc on n'a pas de patient manager, comme on dit maintenant. On n'avait pas d'infirmière dédiée. On n'a pas mis en place de moyens exceptionnels. Et on a profité de ça pour se remettre en question. Je remercie Bertrand pour ce que tu as dit à propos de ça. On a profité pour faire le ménage du bilan pré-op. Avant, il voyait tout sur le cardiologue, le pneumo, il voyait un neurologue, il voyait des tas de médecins. Ils étaient très médicalisés. On est parti du postulat que d'une part, ce qui n'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire, donc on ne le fait pas. Et d'autre part, le fait de rajouter ou de faire des examens qui ne sont pas nécessaires, ça alourdissait la prise en charge et ça complexifiait aussi le parcours du patient et ça pouvait être source de stress. Donc on a profité pour faire le ménage et enlever des tas de trucs qui n'étaient pas importants. Dans cette étude, nous avons eu les mêmes critères pour la sortie dans les 2 groupes. Donc fonction digestive normale, à l'époque on attendait les premières selles pour faire sortir. Le patient devait être autonome sur les escaliers, EVA inférieur à 3, avec antalgique niveau 1 ou 2 péros, pas de complications, et une radiographie debout, face profil, faite avant la sortie. Les critères de jugement, donc les douleurs, AJ1, J3 à la sortie, la durée d'hospitalisation, les complications, et puis on a un petit volet médico-économique, dont je vais parler un peu plus, l'estimation des dépenses basée sur le coût CPAM des examens complémentaires, fait pendant la phase préopératoire, mais aussi post-opératoire,
et le coût hospitalier des journées d'hospitalisation. Si je ne me trompe pas, à égalité de GHM, groupe homogène de malades ou groupe homogène de séjour, le prix, la facture de la Sécu est toujours la même. Donc si on diminue un jour la durée d'hospitalisation, l'hôpital est théoriquement gagnant. Donc on est parti de ce postulat. Les groupes étaient... Alors, nos résultats, les groupes 30 patients d'un côté et 30 de l'autre étaient comparables quant à l'âge moyen, le sexe ratio, type de courbure, l'angle de Cobb, c'était des courbures plutôt modestes, et le nombre de vertèbres instrumentées, plutôt petit montage, avec une douleur bien diminuée d'un point, AJ1, AJ3, et une douleur similaire à la sortie, en sachant que la durée d'hospitalisation était diminuée d'1 jour et demi pour le groupe RAC. Donc on a la même douleur à la sortie, mais environ 1 jour et demi plus tôt. Complications, on en a une dans chaque groupe, donc c'est non significatif. Et les dépenses ont diminué d'environ 3 000 € par patient, selon ce tableau que je ne vais pas détailler point par point, mais vous pouvez voir qu'ici, il y a des tas d'examens préopératoires qui avaient été systématiques. Alors, est-ce que c'est de la RAC, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a mis dedans parce que ça rentre dans la même philosophie de simplifier le parcours du patient. On a des trucs pér-op, donc le cathéter artériel péropératoire, avant c'était systématique, et puis après on n'en a mis que 6 sur les 30, parce que finalement l'anesthésie s'est posé la question, on dit pour ce patient je le mets, pour ce patient je ne le mets pas. Le substitut osseux, je pense que ce n'est pas de la RAC au sens strict, mais c'est un rajout de machin qui n'est pas toujours indispensable. Il y a des papiers qui disent que ça ne sert à rien, et donc nous on s'est dit, finalement, si on a suffisamment de greffe, pourquoi prendre un flacon de substitut osseux? Drain de Redon, il y en a 7 qui n'ont pas été mis sur les 30, donc vous voyez qu'on est encore loin de la RAC comme on devrait faire. Mais en tout cas, avant c'était systématique, et là il y en a 7 en moins sur les 30. Avant on attendait aussi le scanner post-opératoire, c'était une vieille habitude, tout le monde passait au scan, et in fine, les journées d'hospitalisation, on en a gagné une et demie, ce qui fait à peu près 3 000 € par patient. Donc, cette dynamique RAC, qui n'est pas complète, mais qui était correcte à l'époque, et qui aujourd'hui je qualifierais peut-être de protocole normal, encore une fois, je reprends les mots du président, sans personnel dédié, elle a permis une diminution significative de la durée d'hospitalisation, des dépenses hospitalières, de la douleur précoce, après une arthrodèse pour sclérose idiopathique. Je me pose des questions sur le futur. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Sûrement. Mais nos durées d'hospitalisation sont à peu près similaires à celles que vous voyez ici, donc 5 jours. Je pense que sans prise en charge à domicile, j'imagine difficilement une sortie encore plus précoce. Quelles sont les implications pour l'établissement? Il y a beaucoup de travail de préparation. Il faut convaincre tous les partenaires, répondre aux questions. Toujours les mêmes questions. Mais pourquoi il n'y a pas de drain? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Vous êtes sûr qu'on peut faire ça? Il y a une meilleure qualité de soins. Et je me suis posé la question, il y a moins de dépenses pour l'hôpital, donc théoriquement, on pourrait, avec cette petite économie, embaucher du personnel dédié. On n'y a pas encore, mais j'espère y arriver. Alors, pour discuter ce protocole, il y a des items en vert, donc c'est tout ce qu'on a déjà. Il y a des items en rouge, donc, qui ne sont pas encore faits. Donc l'information et l'éducation du patient, on a de la marge, et le suivi à la sortie de l'hôpital, on ne fait pas grand-chose pour l'instant, mais il y a quand même quelques améliorations supplémentaires. On a supprimé le critère de montage inférieur à 13 niveaux et Cobb inférieur à 60 degrés, parce que les anesthésistes, finalement, ils ne comprenaient pas ça. Ils me disaient, mais 13 niveaux, c'est 13 disques, ou 13 vis, ou 13 quoi. Donc finalement, on s'est dit, bon, peu importe le niveau, peu importe l'angle de Cobb, s'il n'y a pas d'ostéotomie, il n'y a pas de halo, il n'y a pas de gibectomie. Les drains, on a diminué davantage. Et on n'attend plus la fonction digestive normale pour la sortie, on s'intéresse de moins en moins aux intestins du patient. Même si on donne une fiche et on met en place un protocole pour limiter tous ces problèmes. Prochaines étapes, consulte kiné pré-op, donc pour montrer comment on se lève après une chirurgie de scoliose, consulte avec l'infirmière pour les consignes diététiques et pour expliquer tout ce qu'on a déjà vu, consultation psychologique, l'entrée du patient à J0 aussi, pour l'instant on ne le fait pas, on le fait rentrer toujours la veille parce que les anesthésistes tiennent à l'avoir avant sous le coude pour faire la prise de sang ou je ne sais pas quoi. Suivi par l'infirmière, un post-opératoire, très important,
Et aussi, il y a une étude pilotée par Vincent Cunin, il y a pas mal de centres, j'imagine que vous avez été plus ou moins sollicités, qui devrait commencer bientôt. Je vous dis juste un mot, ce n'est pas une étude randomisée, parce qu'il n'y aura pas de patients tirés au sort, mais l'entrée du centre va être randomisée. C'est-à-dire que chaque centre va commencer à recruter des patients qui ne vont pas être sur le protocole RAC, et quand le centre sera randomisé, il pourra rentrer avec le protocole RAC, et chaque centre va rentrer à un moment différent. Donc c'est une pseudo-randomisation qui va quand même, j'espère, donner des résultats statistiquement robustes. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Federico. Je vais faire la conclusion en l'absence de Tristan, et on va ensuite ouvrir la discussion et les questions. Donc au départ, dans cette discussion de table ronde, on pensait quelques incompatibilités entre la déformation et la RAC, du fait de la lourdeur, finalement de la morbidité de ces chirurgies. Mais on a des patients impliqués, on a finalement des services qui peuvent évoluer. Les chirurgiens sont demandeurs, on l'a vu avec l'enquête de pratique. Les chirurgiens veulent, et heureusement, veulent progresser et veulent se mettre à jour. Il y a une tendance forte. La revue de la littérature nous apprend qu'on a quand même une diminution des taux de complications, et ça c'est fondamental, c'est au bénéfice du patient, au bénéfice du chirurgien également, parce que forcément nos soirées et nos week-ends seront peut-être plus calmes. Meilleure gestion de la douleur post-opératoire également, c'est au bénéfice de l'équipe également, mais surtout du patient en premier. Réduction possible de la durée de séjour, ce n'est pas l'objectif principal, mais c'est un bénéfice pour le patient également, qui sera satisfait de rentrer chez lui, et l'établissement, on l'a vu à l'instant, peut également faire quelques économies. Pour la déformation adolescente, on a des retours d'expérience avec surtout un intérêt porté sur la diminution du stress préopératoire, de l'optimisation du parcours du patient, ça c'est important, le binôme parent-enfant aussi, à prendre en compte, les parents sont aussi importants que l'enfant dans cette prise en charge. Et en post-opératoire, il faut faire appel à une structure, en tout cas, si possible, à une infirmière dédiée, des appels systématiques pour faciliter ces retours à domicile et le contact en cas de retour en hospitalisation. Pour la déformation adulte, Louis nous a bien appris que de toute façon, il fallait rester sur nos fondamentaux de chirurgie complexe, c'est-à-dire sélectionner nos patients, les préparer parfaitement, éliminer au maximum les facteurs de risque et opérer un malade qui de toute façon est à risque de complications, RAC ou pas, on va galérer avec lui. En péropératoire, l'épargne sanguine, l'hexacil, maintenant, ce sont des outils indispensables. L'analgésie autre que l'intraveineux, limiter les opioïdes. On va faciliter le retour à domicile, on va diminuer les complications des opioïdes. Et en post-opératoire, c'est classique maintenant, mais l'autorééducation, le lever précoce. Et garder en tête que dans ces chirurgies de déformation complexe, la correction sagittale, ça reste un objectif pour améliorer la qualité de vie du patient et la réussite de cette chirurgie, puisqu'on a parlé d'image de soi, on a parlé de complications mécaniques, et on est en plein dedans. Importance de la composante psychologique, on en a beaucoup parlé avec les adolescents grâce à Isabelle Courtois, mais c'est important chez nos patients adultes de les préparer également, et l'information aux patients, on n'en fait jamais assez, en tout cas il faut continuer de les informer pour les préparer. Les bénéfices de la RAC, maintenant Bertrand nous a répété que c'était au bénéfice global de tout le monde. On diminue les complications, on diminue la consommation de soins, le patient est plus satisfait, la littérature le montre. Il faut quand même des protocoles dédiés. Le protocole qui ira à tout le monde, on n'y arrivera pas, mais des recommandations d'une société savante, ça peut aider en tout cas à franchir un cap et à passer à la RAC pour ceux qui n'y arrivent pas dans leurs établissements. Et pareil, sur le plan économique, il faut arriver à, si je puis dire, séduire l'établissement, en tout cas le convaincre, en diminuant malgré tout un petit peu nos durées de séjour et en diminuant les dépenses hospitalières. Les directeurs d'établissement y sont sensibles. Et la difficulté, ça va être de les convaincre de recruter du personnel, parce que finalement, c'est peut-être le retour sur investissement à attendre, c'est de dépenser initialement un peu d'argent dans un recrutement d'infirmières dédiées ou de personnel dédié à ça, pour à la sortie gagner sur le plan économique. Et je remercie tous les intervenants pour la préparation et pour les échanges. Voilà. On a le temps pour quelques questions. Oui. Je vous remercie pour cette table ronde. En tout cas, à Nancy, on fait de la RAC depuis à peu près 4 ans. Et d'emblée, on a exclu les scolioses. Et en fait, quand on parle avec tout le monde, tout l'hôpital, le CHU, on est face aux pensées limitantes.
on ne fait pas ça, on n'a pas l'habitude de lever les patients en salle de réveil parce que c'est comme ça. Et en fait, on est tout le temps bloqué par des habitudes de structure. Et c'est ce qui est plus difficile pour un chirurgien. Parce que nous, en tant que chirurgien, on voit un cas difficile. On se dit, voilà, on va faire comment? On va passer par-ci, quelle est l'indication chirurgicale? Mais comment changer la manière de penser aux autres praticiens, aux autres soignants? C'est très compliqué. Mais in fine, hier, j'ai discuté avec Histoire Vraie. J'ai eu l'opportunité de discuter et de déjeuner avec Richard Assaker. Et je lui ai dit quelque chose en parlant de métastases. Voilà, on fait comme ça pour les métas. Il me dit, pourquoi tu ne veux pas le faire? Pourquoi pas? C'est pareil. Là, pour les scolioses, je vous remercie pour cette table ronde. Parce que pourquoi pas les scolioses? Oui, il faut les inclure à la RAC. Et si je n'étais pas là aujourd'hui, je ne l'aurais jamais fait, je pense. En fait, même les pensées limitantes, on y est exposé soi-même. Donc si on veut changer les gens, il faut être prêt à changer soi-même dans nos pratiques. Je sais pas une question, c'est une remarque, simplement. On est en plein dans le biais cognitif de Bertrand. Là. Mais je suis complètement d'accord avec toi. On n'a pas besoin de guidelines officielles d'une société scientifique pour passer à ça. Juste pour faire une remarque, un peu en écho à ce que tu as dit. Nous, quand on commençait à faire de la RAC dans la structure où je travaillais à Toulouse, on avait commencé par sélectionner quelques interventions typiques. On avait pris au départ les hernies discales lombaires parce que c'était un modèle fréquent, et les hernies discales cervicales parce qu'on n'avait pas d'argent pour dédier une infirmière de RAC pour tout. Et peu à peu, on a intégré, une fois qu'on avait l'autorisation de direction, de plus en plus de types de chirurgie à cela. Mais ce qu'on a remarqué tout de suite, c'est que les chirurgies qui n'étaient pas intégrées dans le programme RAC avec la consultation d'infirmières et kiné préopératoire, le suivi avec une application mobile qu'on avait fait il y a une dizaine d'années avec des pilotes d'Air France et qui marchait très très bien, il y a eu un effet RAC sur tout le reste. Au SAD, on faisait de la chirurgie du crâne, on a vu dans le même temps diminuer la DMS pour le crâne, ne plus raser les anciens chirurgiens qui rasaient les patients, ne plus raser, ne plus drainer les crânes alors que on mettait juste des agrafes comme ça, des choses tout simples, lever les crânes, faire sortir des métastases ou des petits méningiomes magiens, ce qui était absolument inenvisageable pour nous à l'époque. Il y avait un effet RAC sur toute la structure en fait. Et c'est pour ça que je dis que dans quelques temps, ce sera juste une façon normale, même s'il faut bien le jalonner. Et tu ne peux pas passer du jour au lendemain à expliquer au kiné qu'il faut qu'il y ait un 18 heures, lever les mecs que tu as opéré, tout ça. Mais il faut juste l'organiser, ça coûte de l'argent et beaucoup de temps. Et beaucoup de diplomatie et de patience. Moi, ce n'est pas forcément ce que je suis le mieux équipé. Mais en tout cas, il y a un effet RAC, même si tu ne fais pas le LARAC, et je pense que tu n'auras pas forcément de difficulté à passer à d'autres pathologies que celles sur lesquelles tu as focalisé actuellement ton organisation. Il y a une question derrière par Arthur. Petit commentaire, c'est un sujet d'actualité au CHU de Lille. Il ne faut pas confondre avec le projet de chirurgie ambulatoire et le projet de RAC. Et je pense que certains d'entre nous font un petit peu l'amalgame en disant je fais de la RAC. Le but, c'est effectivement raccourcir la DMS, voire aller vers l'ambulatoire. Et du coup, quand on raisonne comme ça, on a tendance à sélectionner les pathologies entre guillemets simples pour la RAC, alors que les patients qui en tirent le plus bénéfice, ça peut être les patients dont vous avez présenté ce matin les cas, c'est les scolioses, les chirurgies les plus lourdes. Donc, il ne faut pas, on va dire, regarder le problème à l'envers. Je pense qu'il faut proposer cette prise en charge aux gestes qui me semblent être les plus invasifs en premier. Et en fait, nous, c'est en discutant avec nos anesthésistes et en préparant ce protocole RAC, accompagné par la compagnie que Bertrand a mentionné. On a peut-être tiré quelques informations de leur passage chez toi il y a 15-20 ans. Et en fait, on a changé complètement nos critères d'inclusion dans le protocole. Au début, on voulait proposer aux OLIF, ALIF, en disant des choses très très cadrées. Et maintenant, on se dit, non, arthrodèse multiniveau, il va en tirer encore plus bénéfice. Voilà notre... C'est exactement ce qu'on a essayé de transmettre comme info. En fait, passer l'hernie discale de J1 à J0 à la sortie, c'est maintenant devenu une habitude. Et alors que pour le coup, réduire la durée de séjour, bien que ce ne soit pas l'objectif principal, mais le patient qui consomme le plus de morphine, celui qui consomme le plus de soins autour de sa chirurgie, c'est le patient compliqué. Ouais. C'est pas le patient simple. Toujours dans l'ordre des commentaires, deux choses. Une première qui est que finalement, les équipes chirurgicales, mon sentiment, puisque je suis dans ce type de démarche, c'est qu'on est passé d'une espèce de pensée où on s'occupait de la chirurgie à une pensée où on s'occupe du patient. Pour moi, c'est évident. Et l'autre chose, c'est que c'est très très difficile. Là, moi, j'ai entendu des gens qui disaient on ne descendra pas en dessous de 5 jours pour l'un, on ne descendra pas en dessous de 3 jours pour l'autre. Nous, les scolioses, elles sortent à J2. Voilà.
Et le jour où ma jeune associée m'a dit, mais elle peut sortir à J2, je dis, mais t'es folle. Voilà. Elle a 30 ans de moins que moi, et puis maintenant, nos scolioses, elles sortent à J2. Donc c'est une remise en cause, c'est Bertrand qui a très bien dit ça, hein, c'est une remise en cause permanente de choses qu'on considère comme les acquis de l'expérience, mais on n'a pas d'expérience, on ne l'a jamais fait. Et puis il y a le renouvellement des équipes, c'est-à-dire que dans une équipe, un jeune chirurgien qui arrive va amener aussi une nouveauté parfois, ou en tout cas le chirurgien qui est curieux d'aller voir ailleurs, il va amener quelque chose. Je suis d'accord avec toi, mais juste, il faut faire attention à si vraiment ce type de prise en charge se diffuse globalement sur tous les centres. Parce que, effectivement, si vous faites sortir des scolioses à J2, il faut que ce soit, on l'a vu plusieurs fois, jalonné, avec un accès soit par une application, soit par un coup de téléphone H24, des choses comme ça. Parce qu'on fréquente aussi des gens, on en parlait hier soir au dîner avec certains des seniors, des expériences de RAC qui ne sont pas forcément satisfaisantes parce que quelqu'un qui a l'impression d'être expulsé à quelques heures après sa prothèse de genou, qui a un téléphone qui sonne dans le vide alors qu'il a mal et que le pansement saigne au milieu de la nuit, et parce que le traitement anti-inflammatoire et antalgique de gradin qu'on lui a donné n'est pas suffisant. Et il ne faut pas que la RAC ce soit une excuse pour l'établissement ou pour l'équipe chirurgicale qui a juste envie de fluidifier son propre fonctionnement à ce que des patients aient une mauvaise expérience. Parce que la base de tout ça, c'est une bonne expérience patient. Sortie à J2 pour une scoliose, pourquoi pas. Sortie à J1 pour une tumeur cérébrale, pourquoi pas. Mais il faut juste qu'on ait extrêmement travaillé ce qui va se passer derrière. Des applications mobiles existent, des chirurgiens donnent leur 06, chacun fait comme il veut, ou des choses très complexes, ou des institutions, nous, au CED, c'était la surveillance de nuit qui recevait les appels s'il y avait un problème, et dans la journée, des infirmières de RAC dédiées, payées par la clinique. À Versailles, c'est une infirmière de RAC qu'on a employée, nous, les chirurgiens, parce que ça n'intéressait pas trop la direction. Il faut juste l'avoir validé, mais il ne faut pas donner une mauvaise... il ne faut pas que le fait de vouloir faire sortir les gens tôt soit une expérience désagréable pour les patients. Il y aura toujours des mecs qui auront mal la nuit, mais il faut que ce soit très très verrouillé, quoi. Moi, je pense surtout quand on regarde la littérature que c'est un mauvais outcome le temps de sortie du patient, parce que on peut faire sortir un patient à J2 mais qui continue à avoir de la kiné à domicile. Typiquement, nous on les fait sortir un peu plus tard, mais ils sortent avec une autonomie qui est bien mieux. Et typiquement, nous on s'est aperçu, parce qu'on revenait tout à l'heure du point, mais en fait le temps d'hospitalisation, il peut varier sur plein de choses. Si vous avez un centre de rééducation derrière, vous pouvez les faire sortir plus vite. S'il va finalement en ville avec de la kiné de ville qu'il ne connaît pas, vous ne pouvez pas le faire sortir aussi vite. Si vous avez un suivi qui est possible, c'est pas la même chose. Et puis, une fois de plus, c'est pas les mêmes patients. En pédiatrie, je pense que c'est assez facile finalement d'avoir un protocole homogène parce que nos patients de scoliose, qu'elles soient graves ou pas graves, finalement, c'est à peu près les mêmes patients. Sur ce que je vois de la littérature adulte, c'est quand même des patients qui sont vraiment très différents, avec un suivi derrière qui n'est pas le même. Et pour revenir sur le temps d'hospitalisation, nous, on s'est aperçu qu'il y a 10 ans, dans le service, il y avait le même temps d'hospitalisation que ce qu'il y a actuellement, alors que finalement, nos patients sortent beaucoup mieux. Et c'est juste qu'avant, les patients qui allaient mal, ils allaient en centre de rééducation. Et le seul intérêt de ça, je pense, c'est quand on va vers un directeur, de dire, écoutez, on fait diminuer les choses, mais je pense que le vrai outcome qui sera intéressant, c'est la récupération fonctionnelle. Est-ce que le patient, finalement, à J5, il est mieux qu'avant ou est-ce qu'il est moins bien qu'avant? Sauf que là, on rentre dans des données économiques et je pense que c'est un mauvais outcome parce que c'est ce qui ressort sur tous les articles en premier. Finalement, les complications sont beaucoup plus importantes. Historiquement, ça commence à changer. C'est vrai que la length of stay, ça a été le grand truc à chaque fois dans les tableaux. Maintenant, ça commence à changer. Alors que les complications qui diminuent me paraissent vachement plus intéressantes pour le patient parce que finalement, c'est ça qu'on veut, c'est que le patient soit mieux, qu'il se complique moins et qu'il aille vite. Après, s'il sort vite, très bien. Mais c'est pas les mêmes conditions en fonction des centres. C'est là où on en revient en fait à l'acronyme RAC, récupération améliorée après chirurgie, et c'est pas récupération plus rapide et sortie plus rapide après chirurgie. Il y a juste un exemple pour les scolioses. On a mis en place aussi un protocole dans le service il y a 4-5 ans maintenant, et ce qui a vraiment changé la donne, c'est l'injection intratécale de morphine. On a commencé à 200 microgrammes, on est descendu à 100, et pour les petits gabarits à 50 microgrammes. Ce qui n'est pas grand-chose. Il n'y a aucune complication et ça a permis d'éliminer tous les ilus réflexes, de vraiment lever les patients, de consommer très peu sur la PCA. Et les patients se mobilisent de ce fait réellement plus vite. Alors, c'est pas grand-chose, hein. C'est juste une injection intratécale, c'est fait très très rapidement, soit par l'anesthésiste ou le chirurgien. Mais ça, dans la rubrique trucs et astuces, pour nous, ça a été un vrai changement. Le critère pour la dose, c'est quoi? C'est le poids? C'est moins de 50 kg C'est le poids. Alors, on s'est indexé sur ce qui se faisait en gynécologie et en chirurgie digestive. On est parti de 200, on a descendu à 100. 100 pour un gabarit moyen, c'est à peu près ce qu'on met, 100 microgrammes dilués sur 2 cc de sérum Phi. Et pour des petits gabarits, des scolioses, des petits patients, c'est 50, ça suffit. Merci.
Je vais rebondir sur ce que disait Nathan. Question. Effectivement, on n'est pas arc-bouté en fait, sur la durée d'hospitalisation. La question, elle survient constamment en consultation, c'est combien de temps va durer mon hospitalisation. Et donc je donne une moyenne qui est en général J4, mais je dis, voilà, par contre, la sortie ne se fera pas forcément à J4, elle se fera à J4 si vous êtes vraiment en forme et si tout le monde est d'accord pour dire que vous êtes suffisamment en forme pour rentrer. Je rebondissais aussi sur le premier commentaire qui a été fait. La RAC au MASSU, ça a mis 1 an à être mise en place. À savoir, c'est la direction surtout qui a été opposante au départ, parce que ça allait amener du coût, à savoir il faut du personnel dédié, il faut une infirmière, il faut un ergothérapeute, j'ai détaillé tout ça dans ma présentation. Et la direction ne voyait pas l'intérêt à autant de personnel dédié pour finalement un HDJ. Et ce qui a permis de convaincre la direction, c'est l'argument du DMS. On y revient quand même, c'est que finalement de dire, bah oui, mais en fait, si on réussit à diminuer nos durées moyennes de séjour, vous allez être gagnant en fait sur le GHS. Et la direction a suivi, et je vous ai pas mis, j'avais pas suffisamment de temps dans ma présentation, mais on a constaté quand même, il faut bien le dire, une diminution de la durée moyenne de nos séjours suite à l'introduction de la RAC. Et aujourd'hui, la RAC cartonne. En fait, il n'est plus question de faire une scoliose sans la RAC associée. Et on voit bien que ça agit sur tout le reste. On va garder la DMS juste pour discuter avec nos directeurs. Parole à Ibrahim. Oui, j'ai 2 petits commentaires et une petite question. La première, ça concerne la valorisation avec les 4 intervenants. C'est important, bien sûr, la question pécuniaire est importante, mais je pense que quand on va donner une motivation aux chirurgiens, ce n'est pas uniquement la valorisation financière, c'est aussi que ce soit dans l'intérêt du patient d'avoir les 4 bons intervenants. Donc c'est juste, je vais les mettre cette information, parce qu'on avait eu l'impression sur une des diapos que c'était vraiment que ça qui compte. Il faut trouver 4 monétisés, mais oui, c'est important, mais ça, on laisse la direction faire. On trouve les bons 4. Ça peut être à la place de l'ergothérapeute, le physiothérapeute ou le kiné, etc. La deuxième chose, je voulais insister sur ce que Louis a dit concernant le résultat final. Je ne sais pas pour moins vous motiver, mais il est très important. C'est sûr que le RAC améliore le vécu, ça donne un moins mauvais souvenir sur ce qui s'est passé, etc. Mais le résultat final dans la chirurgie de la déformation est lié à la qualité de la chirurgie. Il n'est pas lié forcément à la durée d'hospitalisation. Il est lié plutôt aux complications qui arrivent, à la restauration de l'image de soi, à l'amélioration du profil, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est très bien de traiter la période péri-opératoire ou post-opératoire immédiat, mais il ne faut pas oublier que le résultat à long terme ne dépend pas que de ça. Et le troisième point que je voulais demander, surtout aux chirurgiens pédiatres, parce qu'ils font ceux qui font la chirurgie de l'adolescence. Donc, est-ce que vous continuez à mettre sous héparine à bas poids moléculaire ces patients, même pubères, parce qu'avec le RAC, on a maintenant beaucoup d'équipes américaines surtout qui ont enlevé, même chez le post-pubère, ils arrêtent de mettre la prophylaxie pour la phlébite. Sur les héparines, moi j'ai arrêté. Elle est maintenue en post-op le temps de la durée séjour, donc 3-4 jours, et ensuite à la sortie du patient, il n'y a plus d'héparine. J'ai jamais eu aucune complication jusque maintenant. Sur la question économique, je l'ai mis parce que ça rejoint ce que je disais juste avant, à savoir qu'il a fallu lutter avec la direction et que je suis entièrement d'accord avec vous, c'est triste à dire, mais en fait, on est obligé aujourd'hui de devoir amener cet argument économique aussi, c'est dans la balance. Alors les 4 participants, en fait, ils sont tous entièrement justifiés, je les ai justifiés à chaque fois, il n'y en a pas un qui est inutile, qui est là juste pour amener 300 € supplémentaires, mais aujourd'hui, on a face à nous des directeurs qui nous disent les yeux dans les yeux, moi je ne marche pas avec vous si vous ne prouvez pas par A plus B que vous allez être économiquement rentable. Et alors c'est une question qui est ouverte à toute la salle. Est-ce que vous avez vous-même ce type de difficulté dans votre quotidien? Nous, ça a été le cas en tout cas. C'est clairement, il n'y avait pas d'opposition entre les anesthésistes et les chirurgiens. On était tous d'accord pour partir sur de la RAC. La position qui a été faite, c'est une opposition de l'administration.
Emmanuel? Non, c'est juste pour dire que je pense qu'on peut faire la pause déjeuner, continuer les discussions auprès des stands et du plateau repas, parce qu'on a un quart d'heure de retard. Merci. Merci à tous.